de ses objectifs explicites et implicites. Suite à quoi, je vous fais un petit résumé du contenu du livre blanc tel qu'il est presque fini de rédiger aujourd'hui. Une petite conclusion, et puis j'ouvrirai après la parole à la salle pour des questions et la discussion. Alors, bon. Donc, comme le rappelait notre cher président tout à l'heure, le livre blanc, ça a été pratiquement un des premiers projets du réseau, qui était de se dire, oh bon, on essaye d'être une association d'associations, c'est un peu compliqué, c'est foisonnant, il y a des lieux qui ouvrent, des lieux qui ferment, on a besoin d'avoir une vision de ce qui se passe sur le territoire, pour savoir comment on se coordonne, quelles sont les règles qu'on met en place collectivement pour avoir l'air sérieux, parce qu'on nous demande modèle économique, manière de fonctionner, accountability, etc. Donc il faut qu'on sache de quoi on parle, et pour ça il faut qu'on fasse une enquête. Il y a eu un premier début de questionnaire qui a été construit par les volontaires qui se sont manifestés, qui a eu le mérite d'exister, mais qui n'a jamais été fini vraiment, et qui est resté à l'état latent pendant une petite année, jusqu'à ce que, au premier embryon de l'October-Make à Guéret il y a 2 ans, donc le numéro 0 d'October-Make, on dit on fait un chantier du livre blanc, on met une équipe sur ce boulot, et s'ils ne finissent pas en 1 an, on les écorche vifs. Évidemment, en 1 an, on n'a pas du tout fini, donc on ne nous a pas écorché vifs, comme quoi, voilà. Mais en tout cas, donc voilà, il y a eu une première commande en disant, voilà, il faut absolument faire un livre blanc. On a pris le chantier en main. Au deuxième October-Make, au premier October-Make, donc le deuxième, celui de l'année dernière, on a été officiellement nommé pour réaliser ce chantier. À partir de là, nommé qui Constance Garnier, qui nous regarde peut-être par Internet, qui est au Canada en ce moment, qui est donc en thèse à Paris-Saclay et qui est surtout là depuis le début de l'association, qui a participé à plusieurs reprises à la création, à l'organisation et à l'animation des Fab Festival à Toulouse, qui était dès le début architecte, et qui a donc fait une thèse sur ce sujet. Camille Bosquet, que la plupart d'entre vous connaissent aussi, qui est en ce moment au fond de son lit, qui nous regarde peut-être sur Facebook, et qui regrette de ne pas pouvoir avoir été présente et qui s'excuse bêtement, qui m'a chargé de faire part de ses excuses, et qui a réalisé une thèse sur le design distribué dans les Fab Labs, et qui est donc à ce titre tout à fait compétente pour connaître l'histoire du réseau, ses manières de se développer, la diversité, etc. Et moi-même, qui suis sur le point de soutenir une thèse en sociaux, ça sera en décembre prochain, pas vraiment sur les Fab Labs, mais plutôt sur la préhistoire des Fab Labs, puisqu'il se trouve qu'avec des collègues, on a monté une imprimante 3D, une machine à commande numérique, dans un squat qu'on avait ouvert en 99. Et dans ce squat, donc, on avait un studio de répétition, salle de photo, atelier de bricolage, etc., qui était ouvert au public. On hébergeait des SDF, des composés sans papier, etc. Bon, enfin, bref, ça ne s'appelait pas Fab Lab parce que ça n'existait pas à l'époque. Ça ne s'appelait pas Hackerspace parce que voilà, c'était pas à la mode et donc on ne savait même pas comment ça s'appelait. Ça s'appelait Motul parce qu'à l'entrée du bâtiment, il y avait un pancarte Motul, c'était un ancien garage, donc ça s'appelait Motul. Donc maintenant, on aurait dit Motul Lab pour faire dans le vent. Et donc, ma thèse porte en fait sur un petit peu la préhistoire des labs, au sens qui sont les gens qui ont monté des labs, et vous allez voir, c'est pas juste pour vous raconter ma vie que je vous parle de ça. C'est une hypothèse forte de ce livre blanc et de cette enquête qu'on a croisée en croisant nos expériences. On a abouti à cette hypothèse qui est de dire les Fab Labs sont apparus à un moment donné dans le paysage médiatique quelque part entre 2010 en France, hein, entre 2010 et 2013, le fameux rappel de la DGE de l'époque, et tout d'un coup, comme les champignons après la pluie, il y a eu une croissance exponentielle du nombre de Fab Labs sur le territoire. Mais alors, vraiment exponentielle, c'est-à-dire qu'en 2009, il y en a un, là on a 180, alors selon les manières de compter, on peut aller jusqu'à 350 si on intègre les labs des entreprises, ceux qui se déclarent labs, etc. Bon, vraiment, il y a une croissance exponentielle. On le sait aujourd'hui, puisqu'on a étudié un petit peu en biologie la vie des champignons. La raison pour laquelle ils surgissent comme ça, comme des champignons après la pluie, c'est parce que sous la terre, il y a un réseau de mycorhizes qui sert aux arbres pour parler entre eux,
et qui sont en fait le vrai corps des champignons, et finalement les champignons eux-mêmes, ce qu'on mange et que nous ne mange pas d'ailleurs, parce qu'ils ne sont pas forcément bons à manger, c'est un peu comme les fleurs des champignons, donc c'est l'organe reproducteur, mais ce n'est pas du tout le corps du champignon. Bon. Et on est parti de l'hypothèse que finalement les Fab Labs ont quelque chose d'analogue avec ces champignons, dans le sens où en fait ils sont la manifestation de réseaux souterrains invisibles, et que c'est l'existence de ces réseaux qu'il faut arriver à rendre visible pour montrer, comment ils sont structurés, d'où ils viennent, comment ils vivent, et du coup, qu'est-ce qu'ils arrivent à produire, et quel est leur sens dans le maillage du territoire, puisqu'en fait, on sait, et je vais filer cette métaphore, bon, je sais qu'il y a des collègues qui recueillent toutes les métaphores que je fais, je vais filer cette métaphore entre les champignons et les Fab Labs, que les réseaux de mycorhizes aident les arbres à communiquer entre eux, à s'alimenter et à constituer en fait le biotope de la forêt au sens large. Bon. Hein? Un peu plus loin avec les champignons. Je vais aller plus loin que les champignons, mais j'y vais doucement. Bon, donc, alors ça c'était un peu une des hypothèses de départ, et le but de ce travail c'était de montrer où étaient les champignons, et d'essayer de rendre visible quels étaient les réseaux sous-jacents, les sous-bassements de l'émergence de ces champignons, de ces Fab Labs, en croisant des données biographiques, quantitatives, etc. Bon. Alors, pour ça, comment on a fait? On a construit un questionnaire, parce qu'il faut sortir des données objectives, et le questionnaire est assez basique, hein, décrivez votre structure, combien il y a d'animateurs, quel est le budget, où est-ce que vous êtes logé, qu'est-ce que vous avez comme machine, qu'est-ce que vous avez. Bon, en fait, je m'adresse à la plupart d'entre vous qui sont gestionnaires de Fab Lab, Fab Manager, et qui ont du coup dû répondre à ce questionnaire. Donc, je vous remercie d'ailleurs d'avoir répondu à ce questionnaire. Je ne vais pas vous le refaire en long et en large. Le questionnaire sera annexé au livre blanc, vide évidemment, pas avec les réponses, pour que ceux qui n'ont pas eu le questionnaire puissent en prendre connaissance. Je ne vous refais pas la liste de toutes les questions qu'on a fait, mais bon, c'est des questions assez classiques sur la structure, l'animation. Et il y avait dans ce questionnaire un truc original, c'est qu'il y avait il y avait une bonne partie de questions ouvertes où les répondants pouvaient mettre du texte, raconter leurs difficultés, leurs ressources, la manière dont ils ont réussi à y faire face, et ainsi de suite. Le questionnaire n'était pas le seul outil qui nous a permis de construire notre analyse. Il a été un outil annexe qui nous a permis en fait d'appuyer nos raisonnements sur des chiffres, sur des données objectives, mais finalement on a été un peu retors parce qu'on avait déjà des hypothèses assez fortes au départ, et on voulait être sûr que ces hypothèses se vérifiaient en les croisant avec le questionnaire, et ces hypothèses étaient surtout produites par nos expériences de recherche en thèse qui étaient antérieures à la construction de ce questionnaire. Je vais vous dire un petit peu par la suite dans le développement ce qu'on a réussi à démontrer ou à pas démontrer par ce travail. Un petit peu avant, je vais évoquer les buts, comme je le disais tout à l'heure, les buts de ce livre blanc. Quels sont les buts? Un, évidemment, avoir un état des lieux du réseau français des Fab Labs. Combien de Fab Labs, combien d'adhérents? Notre cher président a dit tout à l'heure qu'on a représenté à peu près 6000 adhérents d'adhérents, et c'est à peu près les chiffres qu'on a obtenus par rapport aux répondants. Tous les adhérents des associations qui adhèrent au réseau français des Fab Labs, additionnés, on arrive à peu près au chiffre de 6000 personnes, adhérents actifs. Voilà. On n'a pas compté, il y avait plusieurs cas, il y a plusieurs manières de cocher, donc il y a des adhérents non actifs et des adhérents impliqués dans l'animation, la gestion ou l'utilisation du lieu, et pour ces adhérents actifs, on arrive à peu près à 6000 personnes, sachant qu'on n'a pas eu tous les Fab Labs adhérents du réseau n'ont pas répondu au questionnaire, et en particulier, c'est dommage, le président n'est pas là, mais Artilec, le plus ancien Fab Lab de France, n'a pas répondu au questionnaire. Bon. C'est malheureux. Alors, le but, c'était évidemment d'avoir une représentation de l'état des lieux, mais les buts ne s'arrêtaient pas là, parce qu'en fait, comme on est un très jeune réseau, et comme les Fab Labs sont en train de connaître des développements, c'est pas des objets mûrs, les Fab Labs encore. Donc c'est des champignons qui sont encore en croissance. Et donc notre objectif, c'était pas seulement de dire voilà, le réseau des Fab Labs il est là, on a fait un livre blanc, c'est parti, on peut se reposer pendant 20 ans. Notre but, c'était de mettre en place une méthode
qui permettent de faire une enquête pratiquement en temps réel et de construire un organe d'auto-analyse et d'auto-évaluation du réseau, reproductible, réplicable, à intervalles réguliers. On s'est dit tous les 3 ans, ça paraît assez raisonnable comme échéance. Et tous les 3 ans, en fait, donc pendant 3 ans, il y a un certain nombre de pratiques qu'on maintient en continu. Et tous les 3 ans, on repasse une couche et on reproduit un livre blanc, ou en tout cas on reproduit un document qui expose l'état du réseau, comparé au précédent, donc qui montre où on en est et qu'est-ce qui a bougé, évidemment. Donc à ce titre, cette première expérience est un prototype, c'est le prototype 1 du livre blanc. On a fait, et c'est inclus dans le livre blanc, il y a aussi une critique de nos méthodes, et on arrive à montrer ce qui nous a manqué, ce qu'on n'a pas réussi à faire, et ce qu'on voudrait rajouter dans les prochains épisodes. Sachant que les 3 réalisateurs du livre blanc de cet épisode ont vocation à ne plus faire le suivant, mais à former la prochaine équipe qui va faire le travail, parce que le but, un autre but, donc, avoir une vision du réseau, le répliquer pour avoir un suivi en temps réel, et troisièmement, engager les membres du réseau à apprendre par la pratique à faire une enquête. Donc dans le même esprit que les Fab Labs, c'est apprendre par le faire, on veut assurer en fait que l'équipe de réalisation du livre blanc se renouvelle tous les 3 ans et donne l'occasion à des étudiants, à des animateurs, à des gens qui veulent se former aux pratiques d'enquête, de prendre en charge ce travail et du coup de se former en étant un petit peu supervisé par les anciens et à chaque fois de passer le relais pour qu'à donc tous les 3 ans, tous les 4 ans, etc., en fonction des situations, on ait des nouvelles personnes formées qui font ce travail. Et pour éviter aussi d'avoir des positions confortables dans lesquelles on s'endort un petit peu et des routines qui peuvent être tout à fait néfastes à la bonne vie d'une association, surtout si les situations se modifient. 4e but, qui est un but plutôt extérieur, ça c'est des buts plutôt internes au réseau. 4e but, c'était d'asseoir un petit peu la légitimité scientifique de l'association. Donc là, c'est un objectif extérieur qui donc s'adresse aux acteurs, aux partenaires qui sont en dehors du réseau, les collectivités territoriales, les universités, les financeurs, les autres associations qui interagissent avec les Fab Labs. C'était de montrer qu'on était capable, nous en tant que jeune association, de construire une représentation de notre État avec des outils scientifiques, avec des pratiques professionnelles reconnues par le monde universitaire et ainsi de suite. Et qu'on n'était pas seulement, parce que ces dernières années, comme c'est très à la mode, les enquêtes sur les Fab Labs ont fleuri encore plus que les champignons après la pluie. Et ceux qui gèrent des Fab Labs le savent très bien, ils sont agressés 4 fois par semaine par des jeunes étudiants qui leur disent « Vous ne voulez pas remplir mon questionnaire, je suis en train de faire un master sur les pratiques de coopération dans les Fab Labs, et la plus-value économique de machin truc, et on a plus ou moins toujours le même questionnaire. Et donc on est un peu, les gens qui travaillent dans les Fab Labs, on est un peu comme les pygmées. Ça y est, les Européens ont débarqué sur la côte, et on a plein de gens qui arrivent avec des loups, qui nous regardent les dents, qui nous regardent les oreilles, qui veulent savoir qu'est-ce qu'on mange, comment on digère, comment on fait caca, pour voir si finalement ils peuvent trouver de l'or dans les Fab Labs, parce que la vraie question au fond, c'est quelle est la plus-value des Fab Labs. Bon. Et donc là, à un moment donné, on se dit, bon, les pygmées, ils sont capables de faire de la science des pygmées eux-mêmes, et expliquer non seulement qu'ils sont capables de récupérer les outils des grands scientifiques extérieurs, qui sont plus ou moins grands, parce que maintenant, c'est les scientifiques, on voit souvent les petits jeunes étudiants faire le boulot pour que eux co-signent les articles à la fin. C'est vraiment moi qui travaille dans l'université, je sais comment ça se passe. Et donc on est capable, nous les pygmées, de faire la même chose. On n'a pas forcément besoin qu'on vienne nous regarder les dents, mais on peut le montrer, et on peut le montrer en collaboration avec des instances universitaires qui garantissent donc, ce croisement entre la légitimité interne et la connaissance intime du réseau de gens qui ont fait les choses et qui savent comment ça marche et qui connaissent, qui ont fait vraiment du terrain, parce que beaucoup de sociologues qui initialement étaient censés faire du terrain ont laissé tomber pour faire plutôt de la philosophie. Donc on est capable d'associer ces deux dimensions et de produire des connaissances ancrées, de la grounded theory, comme on dit, de Anselm Strauss,
légitime, reconnu comme légitime à la fois par l'université et à la fois par les acteurs de terrain qui sont pris pour objet et qui contribuent à cette construction. Ça, c'était un petit peu les objectifs de ce travail. Bon. Maintenant, qu'est-ce que ça a donné? Alors, ça donne un travail qui est un petit peu universitaire, dans le sens où, pour s'inscrire, oui, ça va, j'ai le temps. Pour s'inscrire un petit peu dans le paysage universitaire, on est obligé de prendre en considération l'état de l'art. Bon. Et donc, l'état de l'art, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? Quelles sont les grandes théories qui expliquent ce que c'est qu'un Fab Lab en provenance du monde universitaire? Alors, il y en a deux familles, à peu près. Il y a une famille, disons, qui explique que les Fab Labs, alors la question c'est pourquoi c'est apparu aussi vite, c'est toujours la même question, pourquoi c'est apparu aussi vite, qu'est-ce que ça veut dire et d'où ça sort? Alors il y a une famille de travaux qui dit les Fab Labs sont apparus très vite, alors en France, hein, je ne vais pas faire la revue de littérature internationale, mais c'est quand même assez proche, la France n'est pas un cas représentatif. Les Fab Labs sont apparus parce qu'il y a l'esprit maker. Il y a l'esprit maker, alors donc ça c'est les sociologues qui font parler les esprits et font tourner les tables. Donc il y a l'esprit maker qui était là, quelque part, et qui d'un coup, à la faveur de la révolution numérique, a fait apparaître les Fab Labs. Bon. Et les gens se retrouvent et collaborent ensemble parce qu'en fait ils ont tous l'esprit maker. Bon. Alors, c'est pour ça que je dis que les sociologues font de la philosophie. Donc l'esprit maker, moi je ne sais pas ce que c'est parce qu'on n'a jamais réussi à prouver l'existence des esprits jusqu'à présent. Et surtout, c'est assez étonnant parce que théoriquement, alors si on admet qu'il y a un esprit, qu'est-ce qu'ils veulent dire quand ils veulent dire qu'il y a un esprit? Ils disent qu'il y a une idéologie commune, qu'il y a des valeurs partagées, qu'il y a quelque chose que tous les makers ont en commun, c'est une manière semblable de voir le monde. Ils sont tous d'accord quelque part au fond sur comment ils voient le monde. Bon. C'est-à-dire qu'ils ont une idéologie commune. Bon. Alors quand on est dans le réseau et qu'on voit comment on s'engueule aux réunions et comment on se prend la tête et comment personne n'est jamais d'accord, on se dit putain, j'aimerais bien qu'il soit là l'esprit maker parce que ça nous faciliterait, ça nous permettrait d'avoir un petit peu des réunions moins courtes, quoi. Bon, plus courtes. Bon, alors sur quoi il se base? Et c'est étonnant parce que si on suit, et c'est marrant parce que donc les tenants de cette hypothèse de l'esprit maker sont plutôt classés dans le champ de la sociologie des sciences humaines, sont plutôt classés à gauche. C'est les sociologues de gauche qui c'est l'esprit maker, ils sont dans le partage. Alors c'est assez étonnant parce que quand on recherche un petit peu l'origine du mot maker, en tant que vocable, voilà, qui sont les makers, en fait on s'aperçoit que la première occurrence de ce terme vient de la bouche d'un sénateur républicain du Midwest, voilà, hyper hardcore, qui dit dans la vie il y a deux catégories de gens, les makers et les takers. Les takers, c'est ceux qui vivent des subventions, des nanana, et les makers, c'est ceux qui font par eux-mêmes, qui montent des entreprises, qui produisent de la richesse, etc. Et donc, en fait, et derrière, il y a Chris Anderson, qui a écrit le bouquin dont le nom m'échappe, qui est un personnage très intéressant parce que Chris Anderson, c'est un ancien béret vert. Bon, alors, je ne sais pas si vous connaissez les bérets verts, mais enfin, c'est en gros, c'est les barouzes des Américains qui vont apporter la liberté dans les pays qui sont bouffés par les communistes. Et dans son introduction, dans ce bouquin Makers, la nouvelle révolution, c'est comme ça qu'il s'appelle ce bouquin, Chris Anderson dit « Moi je suis un ancien béret vert et j'ai compris que maintenant c'est grâce à la technologie qu'on libère les gens et moi je vais apporter la libération aux gens comme je le faisais quand j'étais béret vert au Honduras, etc. Quand j'allais faire des coups d'état pour libérer les gens, ben maintenant je le fais avec les Fab Labs. » Et alors c'est assez intéressant de voir que ce terme qui vient pratiquement de l'extrême droite américaine, en passant de l'autre côté de l'océan, est récupéré par les partisans plutôt qui se considèrent à gauche, veulent dire voilà, les makers, ils travaillent ensemble, ils vont faire le bien commun, etc. Alors on voit bien que là, l'idéologie, elle n'est pas du tout cohérente, elle ne correspond à rien de concret, et que donc toute cette famille d'explications qui s'appuie sur le prétendu partage d'une représentation commune du monde, ne colle d'abord pas du tout à la situation en France parce qu'on n'est jamais d'accord entre nous, mais en plus, Occulte n'a même pas capté qu'il y avait une espèce de traduction et d'inversion de polarité du terme au moment où il traverse l'Atlantique. Voilà. Ça, c'est déjà pour la première famille de représentation. Il y a une deuxième famille
qui est aussi intéressant, qui ne parle pas d'esprit, qui parle plutôt de la rencontre de deux phénomènes, la génération Y et la transformation digitale. Et qu'en fait, les Fab Labs apparaîtraient parce que y a une génération Y qui ne veut pas travailler dans les grandes structures. Vous connaissez un peu le truc, je ne vous refais pas la génération Y, hein, mais qui ne veut pas travailler dans les grandes structures parce qu'ils sont émancipés, ils n'obéissent plus à la discipline, c'est plus comme avant, les fruits n'ont plus le même goût, il n'y a plus de saison, il n'y a plus de dame, c'est la génération Y. C'est tout à fait nouveau, on n'a jamais utilisé ce genre de facteur explicatif avant. Donc ça c'est original. Et un truc en plus, c'est la transformation digitale qui du coup donne les moyens à cette génération Y de finalement réaliser pleinement son potentiel en développant des lieux où il n'y a pas de règles et en même temps on produit de la richesse. Alors c'est étonnant parce que comme la richesse est une convention sociale et que donc elle dépend fatalement de règles, je ne vois pas comment on arrive à faire des lieux sans règles qui produisent de la richesse. Mais ça, et en plus c'est très drôle parce que cette famille d'explications elle provient plutôt des gens qui sont en fac de gestion. Et donc c'est des gestionnaires qui expliquent qu'on peut créer des règles de la richesse sans règles et que ça est adapté à la modernité de la génération Y. Alors ça aussi c'est très intéressant parce que ces deux familles d'explications, alors on dit tout ça plus poliment hein, dans l'introduction du livre blanc, donc vous aurez un détail de l'exposé parce que j'ai pas envie de me... Mais enfin, les cibles sont citées, hein, mais voilà. Donc ces deux familles d'explications, elles pêchent toutes les deux de la même manière, c'est-à-dire qu'elles construisent une représentation qui obéit plus aux attentes de leur cible supposée qu'à la réalité. Et en fait, un petit peu comme les délires des psychotiques, elles ont forcément toujours une prise sur le réel. Elles ont quelque chose, c'est pas complètement, un délire n'est pas complètement détaché du réel. Typiquement, cette histoire de transformation digitale et de génération Y, c'est pas complètement détaché du réel. Il y a quelque chose, il y a un fond. Et c'est là où notre exposé, qui est plus matérialiste, historique, au sens rigoureux du terme, essaye d'expliquer l'émergence des Fab Labs et de ces réseaux, non pas par les qualités inhérentes d'une génération Y, mais par les conditions matérielles d'existence des gens qui sont nés, effectivement, entre les années 70 et les années 80, et à quoi ils ont été confrontés comme expérience sociale, à quoi ils ont dû faire face dans leur enfance et surtout dans leur entrée de vie d'adulte, à quoi ils ont dû s'adapter, et qu'est-ce que ces obstacles et ces ressources leur ont construit comme représentation du monde partagé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont affronté, ces gens-là? Donc, je parle d'une génération de gens qui ont aujourd'hui entre 35 et 50 ans. C'est ça, les principaux premiers fondateurs de Fab Lab, ils sont là-dedans. Bon. Qu'est-ce qui caractérise? Alors, ce qui fait les points communs d'une génération, donc il y a un sociologue allemand qui s'appelle Karl Mannheim qui a beaucoup écrit sur ces questions, sur le problème des générations. Donc, si vous voulez approfondir la question, je vous renvoie à son travail. Qu'est-ce qui fait ce qu'il y a de commun entre les générations? C'est quelque chose auquel tous les membres de cette génération ont été confrontés. À quoi ont été confrontés tous les membres de la génération née dans les années 70 au moment de leur entrée à la vie d'adulte, de manière standard, massive, qui les a tous frappés, qui s'en rendent compte ou non? Alors, est-ce que vous avez une idée? Le chômage de masse. Ouais, mais alors, plus que ça, à l'échelle mondiale, parce qu'en plus les histoires de Fab Lab émergent à l'échelle mondiale. Hein? Alors la crise, oui, mais la crise entre 74 et 2018, c'est toujours la même chose, dans un truc spécifique qui est même datable, ça s'est passé un jour ou un an, un truc qui a changé le monde. Avec Pascaline, on dit la mondialisation. Ouais, alors, sauf que ça, je suis d'accord. On a des voisins et on peut parler directement avec eux, quoi. Ouais, alors la mondialisation a toujours existé, mais qu'est-ce qui s'est passé? Internet, quoi. Non, avant. Non, parce que imaginez, donc vous êtes né en 70, l'entrée à l'âge adulte, elle se fait entre, disons, 15 et 20 ans. Qu'est-ce qui s'est passé entre 85 et 90? Super Mario. La chute du mur. La chute du mur. Eh oui.
qu'est-ce qui s'est passé? Changement de structure géopolitique du monde. La mondialisation, elle existait avant, puisque dans les années 60, les Russes et les Américains se battaient en Afrique et en Asie pour les colonies européennes. Donc ça c'est de la mondialisation guerrière. Bon. Au moment où le mur chute, qu'est-ce qui se passe? On a, en gros, avant la chute du mur, les Américains disaient, regardez, les Occidentaux disaient, regardez, nous aussi on peut avoir des États sociaux qui prennent soin des plus pauvres. Et les Russes disaient, regardez, nous aussi on peut avoir des biens de consommation. C'est-à-dire chacun disait qu'il pouvait faire la même chose que l'autre. Bon. Les Russes s'effondrent, les Américains et les Anglais en premier, Thatcher et Reagan, disent, bon, on n'a plus besoin d'avoir l'État-providence, on dégomme tout ça. Voilà. Bon. Les Français, au début, ils disent, oh non, quand même, c'est compliqué, on ne peut pas. Puis très vite, ils disent, bon, il va falloir le faire parce que sinon on va se faire niquer. Déjà que les Américains sont déjà en train de commencer à réclamer nos colonies, alors qu'avant, ils nous les laissaient tranquilles pour qu'on les empêche, les communistes, de rentrer dedans. C'est des trucs qui sont... L'ironie de l'histoire, c'est que maintenant la Chine communiste récupère les colonies, enfin bon, c'est encore une autre affaire. Et bon. Donc, ce qui s'est passé, c'est que les gens qui sont nés dans les années 70, ils ont été éduqués pour fonctionner dans un système bipolaire, avec les acquis sociaux, etc. Et en plus, on leur avait promis d'avoir un emploi sécurisé, etc. Et qu'à partir du moment où on a commencé à détricoter l'État social, toutes les structures de solidarité, etc., et ce qui va avec, on leur a dit, ah non, bah maintenant, c'est plus possible, il va falloir changer de poste tous les 2 ans, il va falloir faire plusieurs métiers dans sa vie, il va falloir changer de branche, il va falloir ne plus compter sur ceci, cela, machin. Ça a donné la vague de suicides à France Télécom, la vague de suicides à Renault, la vague de... Voilà, on sait que ce que ça a donné, ça a été très, très efficace. Et on a surtout financé énormément de consultants et de managers. On a commencé à produire des managers pour aller détricoter l'État social, parce qu'il fallait vite s'adapter à ce nouveau système. Ce qui nous prouve une chose très simple, c'est que quand on a un système bipolaire, ça fonctionne comme une arche, et quand il y a un bout de l'arche qui s'effondre, l'autre bout de l'arche n'a pas gagné, il va s'effondrer aussi, en fait, et il s'effondre autrement. Bon. Donc les gens qui ont commencé à fonder les premiers Fab Labs, ce qu'ils ont en commun tous, et ce qu'on a en commun tous avec eux, c'est qu'on a été mis au monde dans un contexte bipolaire. Moi en plus j'ai grandi en Roumanie, donc je connais un peu les deux côtés du truc, c'est pour ça que j'y suis particulièrement sensible. On a été éduqués pour vivre là-dedans, et à un moment donné on s'est dit, ah non, c'est fini, hop, il faut se réinventer. Bon. Qu'est-ce qui se passe? Donc, quand je vous parle d'infrastructures, donc les grandes entreprises, je parle des arbres. Bon. Les arbres commencent à s'effondrer, mais on sait très bien, qu'est-ce qui s'est passé en Europe, côté, alors en Russie, je ne vous parle pas de ce, voilà, vous avez vu ce qui s'est passé. Heureusement, ça aurait pu être pire, il ne s'est pas passé la même chose qu'en Yougoslavie. En Europe, les grandes entreprises qui avaient des fonds, alors les comités d'entreprise, les voyages d'entreprise, les maisons de retraite d'entreprise, tous les dispositifs de sécurité, de stabilisation, de philanthropie, si on veut, qui étaient pris en charge par les entreprises, bon ça on les a coupés direct. Et après, les entreprises sont devenues de plus en plus des pure players, ce qu'on appelle des pure players aujourd'hui, donc on coupe dans les activités, on sous-traite à mort. Un exemple très simple, c'est qu'avant, il y avait un truc qui s'appelait les services généraux dans les entreprises, les gens qui faisaient le ménage, l'entretien, gardiennage, etc. Ça a été externalisé. Donc les entreprises se sont concentrées sur leur cœur de métier, et si possible, sur, autant que faire se peut, le fabless. Alors ceux qui étaient au Fab Festival il y a 2 ans et demi maintenant, où j'ai raconté l'histoire de l'imprimante 3D, de l'invention de l'imprimante 3D, s'en souviennent, l'imprimante 3D a été inventée en France et elle a été vendue par Ambroise Roux, qui était un polytechnicien président d'Alcatel à l'époque, qui croyait à l'existence des esprits et dont le seul livre qu'il a publié c'était un livre sur la télépathie. Et donc lui, il pensait que l'avenir de l'industrie c'était le fabless, et donc il a vendu le brevet de l'imprimante 3D à Chuckle, qui 5 ans après faisait 500 millions de bénéfices, de chiffre d'affaires, pardon, en vendant de l'imprimante 3D, et Alcatel est parti avec des petites cacahuètes en pensant qu'ils allaient faire du fabless. Alors, ça c'est un truc qu'il faut garder. Donc les entreprises dégraissent, on demande de la souplesse, et on ne prend plus du tout en charge toutes les dimensions de la solidarité dans la construction sociale d'un territoire,
Et toutes ces dimensions de solidarité, qu'est-ce que c'est que la solidarité? La solidarité, comme l'a défini Durkheim, il y a deux formes de solidarité, solidarité mécanique et solidarité organique. Solidarité mécanique, c'est je suis solidaire des gens qui me ressemblent. Bon, je suis mécanicien, je suis ami avec les mécaniciens. Je suis plombier, je suis ami avec les plombiers. Je suis pompier, je suis un etc. Et en fait, dans les sociétés complexes, Durkheim dit, en fait, pour qu'une société fonctionne, les mécaniciens, ils sont solidaires entre eux, mais ils ont besoin des types qui vont dans la mine pour ramasser du charbon, parce que sans charbon, il n'y a pas d'acier, sans acier, il n'y a pas de mécano. Et donc, les mécaniciens ont besoin aussi d'être solidaires avec les mineurs. Donc ça, c'est la solidarité organique. Le problème entre les deux, c'est que, alors je reprends un autre exemple, le boulanger et le fermier. Le boulanger va dire, je veux que le blé coûte moins cher, et le fermier va dire, je veux que le blé coûte plus cher. Donc, pour qu'ils soient solidaires, il faut qu'ils arrivent à un consensus. Donc, la solidarité organique implique des consensus qui imposent aux acteurs spécifiques, donc les mécaniciens, les plombiers, les machins, de faire des sacrifices de leurs intérêts spécifiques pour la solidarité générale. Donc la solidarité organique impose des formes transversales d'association. Or, quand on structure les entreprises en pure player et qu'on demande aux acteurs de se concentrer sur une seule dimension de l'activité, ils perdent de vue les logiques auxquelles les autres acteurs doivent faire face. Ça s'appelle diviser pour mieux régner, sauf qu'à la fin on ne règne plus du tout, puisque c'est le bordel. C'est ça qui se passe, surtout. Et donc qu'est-ce qui se passe? Les gens, il se passe un truc, alors Crozier, qui a déjà écrit, déjà dans les années 70, avait anticipé le problème en parlant de l'acteur stratégique. Il se passe qu'on a des regroupements d'intérêts spécifiques, et chacun essaye de maîtriser les zones d'incertitude de l'autre pour niquer l'autre, pour le faire simple. Et du coup, tout le monde tire la couverture à lui, à la fin, chacun se retrouve avec des lambeaux de couverture. Ça, c'est le problème. Comment on fait face à tout ça? J'y suis. C'est très important. J'y suis. Je l'ai devant les yeux. C'est très important de comprendre cette logique-là. Qu'est-ce qui se passe? C'est que dans ce marasme et cette désorientation qui caractérise les années 90 et le début des années 2000, il y a évidemment des gens qui défendent des intérêts spécifiques, qui se bastonnent, etc. Puis il y a des gens qui, pour des raisons de trajectoire biographique, et c'est ça qu'on arrive à mettre en lumière grâce aux enquêtes, à cette enquête du Livre Blanc, des gens qui ne peuvent pas faire le choix d'un intérêt spécifique précis. Pourquoi? Parce qu'ils ont un père fermier et une mère boulangère. Et donc ça fait dissonance cognitive. Est-ce que je veux que le blé soit plus cher ou est-ce que je veux que le blé soit moins cher? De par les croisements, parce qu'ils se trouvent le cul entre deux chaises, ils ne peuvent pas s'engager dans un groupe spécifique. Et ils sont obligés de trouver des solutions pour arbitrer et nourrir le consensus. Ils ne peuvent pas prendre parti. Et donc, ils sont très malheureux. Et en général, la société, l'organisation sociale peut être analogue parfois à un relief. Et les gens qui sont très malheureux, très souvent, ça a des avantages et des inconvénients, se retrouvent ensemble. C'est-à-dire que c'est comme l'eau qui coule vers le fond de la vallée. Bon. Et se retrouvant ensemble, en fait, ils partagent, ils se retrouvent ensemble, ils se reconnaissent de par leur malheur, mais par contre, après, pour trouver les solutions, ils sont obligés d'exposer leur situation et d'articuler, de tisser des liens. Or, ce qu'on arrive à démontrer, et ce qui est assez évident à la lumière de la lecture de l'état de l'art, c'est qu'il y a quand même, dès la fin des années 90, un très puissant mouvement des tiers-lieux en France. Ça ne s'appelait pas tiers-lieux à l'époque, ça s'appelait friche, squat, fabrique, usine, action culturelle. Pour mémoire, je rappelle, donc il y a eu un rapport qui s'appelle le rapport Coworking, mais en 2001, il y a un monsieur qui s'appelle Fabrice Lextrait, qui est un des administrateurs de la friche Belle de Mai. Vous voyez qu'il y a des gens qui sourient, qui connaissent la référence, qui a écrit un rapport pour le secrétaire d'État au patrimoine et à l'action culturelle de l'époque, qui s'appelait, son nom m'échappe, vous le retrouverez, qui a écrit un rapport qui s'appelle Fabrique, Atelier, friche, squat, des outils pour l'action culturelle et la cohésion du territoire. 2001. Alors c'est étonnant parce qu'il n'a pas été cité dans le rapport Coworking, mais il n'empêche, je suis désolé, il y a donc un précédent historique et déjà en 2001, Fabrice Lextrait montrait que depuis les années 80, il y avait tout un réseau à l'échelle européenne. Alors on parle des squats de Berlin, des Haute-Gemüse qui étaient à Berlin-Est, sur l'ex-Berlin-Est, donc
j'ai oublié le nom, enfin bref, il est sur le bout de la langue, j'arrive pas à le retrouver. Et dans ces lieux-là, donc, on construisait des machines, on hébergeait des SDF, on inventait de nouvelles manières d'être solidaire, etc. Et c'est des lieux qui regroupaient des gens, des gens qui venaient de milieux sociaux très différents, donc des bourgeois, des prolétaires, etc., des étrangers, de tout ce qu'on veut, et qui, de par cette hétérogénéité, devaient inventer des règles politiques de coordination originales et surtout compréhensive, intégrative, quoi, qui ne réfléchissait pas par intérêt catégoriel et qui essayait de trouver le point commun, le meilleur, d'accord, entre les catégories. C'est exactement ce qu'on fait dans les tiers-lieux, ce qu'on fait dans les Fab Labs. Et on est dans la filiation de ces mouvements-là. Et en fait, on retrouve, en faisant un petit peu la biographie des gens qui sont impliqués dans ces lieux-là, une forte proportion de personnes qui ont ces caractéristiques sociales d'hétérogénéité d'origine, d'hétérogénéité d'engagement, et ainsi de suite. Bon. Ça, c'est le premier point. Alors, ça, c'est le premier point qu'on met en lumière par l'analyse des trajectoires et aussi par le recensement des ressources humaines et de la manière dont ces ressources humaines sont donc là, je rentre dans la description des résultats, au cas où vous ne l'auriez pas vu venir, de l'enquête. Donc, on voit donc que ces gens, voilà, l'exposé est structuré comme il est structuré, chacun en fait son miel comme il veut. Mais le livre blanc est beaucoup plus carré, ne vous inquiétez pas. Il est mis en page. Nous, on a perdu la métaphore des champignons. Non, non, pas du tout, pas du tout. Parce que, donc là, j'y viens, je la file. Je la file. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ces champignons? En fait, comment on se rend compte, grâce aux données du livre blanc, que ce sont ces réseaux souterrains qui sont moteurs et évidents dans le fonctionnement du réseau? On voit par exemple que pour le recrutement des animateurs, l'essentiel de la recherche passe par le bouche à oreille. Et que ces recrutements donnent lieu à des relations de travail relativement stables. Bon. Et que, en même temps, ce bouche à oreille, si on regarde les gens qui participent à l'animation de ces Fab Labs et leurs caractéristiques socio-professionnelles, ces caractéristiques socio-professionnelles sont extrêmement hétérogènes. Ce truc-là contredit parfaitement une théorie sociologiquement admise qui dit que les gens sont dans une forme d'endogamie de classe, d'homogamie, que les gens sont entre eux et que les réseaux ne sont pas transversaux. En fait, on montre que dans cet espace spécifique des tiers-lieux, les réseaux sont transversaux. Les réseaux sont transversaux et par le bouche à oreille, il y a des chemins, et c'est ça que j'appelle le fameux réseau de mycorhizes. Il y a des réseaux souterrains, donc non visibles par les outils classiques des sciences humaines qu'on utilisait, parce que, et ça a une histoire encore, parce que l'influence idéologique sur l'art, c'est pas... Voilà. Mais les outils développés dans les années 70 ne sont plus efficaces et ils n'étaient peut-être pas déjà totalement à l'époque, typiquement les théories bourdieusiennes ou bouillonniennes, voilà, je ne vais pas revenir dessus. Et elles ont contribué, la domination de ces théories a contribué à invisibiliser ces réseaux existants et efficaces, qui produisent des résultats et qui produisent typiquement le surgissement de ces Fab Labs comme si ça arrivait à partir de nulle part, alors qu'en fait ça arrive à partir de ce substrat de réseau de gens qui essayent de faire face à des problèmes transversaux. Voilà. Alors ça c'est grosso modo pour l'explication de la métaphore. Alors maintenant je vais en revenir à des points un petit peu plus objectifs, plus traditionnels, la dimension de l'administration, la dimension de l'animation, de qu'est-ce qui s'y passe dans ces phases, comment ils sont administrés, qu'est-ce qui s'y passe et comment tout ça se met en réseau. Alors comment c'est administré? On voit très bien que la plupart des lieux reposent beaucoup sur l'engagement presque total, on va dire, d'un Fab Manager ou d'une personne qui joue le rôle du Fab Manager quand le Fab Manager est défaillant et qui fait tout, y compris la vaisselle, psychologue de comptoir, le
mère de tous les blessés de la Terre. Il y a des gens qui se reconnaissent immédiatement. Voilà. Donc, on voit qu'il y a souvent des personnages, des piliers, qui ont des formes de légitimité, alors, ce qu'on appelle, qui ont un capital symbolique fort, ce qu'on appelle en sociologie bourdieusienne, qui l'ont gagné à la force de leur sacrifice, quoi. Bon. En fait. Et qui, généralement, en tirent une satisfaction personnelle, mais très souvent peu de ressources économiques. Là aussi, ils se reconnaissent. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce qui permet à ces lieux de tenir, c'est que ces personnes arrivent à survivre, soit parce qu'ils sont rentiers, ce qui est assez rare, là il n'y a pas beaucoup de gens qui rigolent, ou alors jaunes, soit parce qu'en en fait ils ont un autre boulot par ailleurs. Et là, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se reconnaissent. C'est qu'en fait, ils sont, voire plusieurs boulots par ailleurs. En fait. Donc ce qui est intéressant, c'est pas forcément un mal en soi. Ce type d'engagement représente une grande ressource, on y reviendra pour les Fab Labs, dans la mesure où quand on a des engagements multiples, on peut articuler différentes logiques et inviter des acteurs institutionnels avec leur langage, on en parlait tout à l'heure à la pause, à s'intéresser à ce qui se passe dans ces tiers-lieux, dans ces Fab Labs. Et on a une crédibilité, parce que quand on est Fab Manager et qu'à la fois on est prof à la fac, ou qu'on est chercheur, ou qu'on est, je ne sais pas, ingénieur dans un bureau d'études ou dans une industrie, on sait parler les deux langues, les deux langages, et on dit à ses collègues ou à son encadrement dans une boîte, je ne sais pas moi, qui fait du développement de logiciels ou je ne sais pas quoi, regardez-y du côté du Fab Lab parce que vous avez ce problème-là, et nous on a une manière d'y répondre que vous n'avez pas envisagé parce que vous êtes trop dans votre logique enfermée dans votre système, la concurrence de machin, ou alors le monde universitaire et ainsi de suite. Et donc, ces personnages jouent à la fois tous les rôles possibles et imaginables, psychologues, laveurs de vaisselle, et ainsi de suite, et ils sont aussi des traducteurs et des points de passage entre différents mondes, et ça renvoie à une théorie de l'innovation de Bruno Latour, Michel Callon et Madeleine Acriche, sur le rôle des intermédiaires dans l'émergence de l'innovation. Sachant que l'innovation, ce n'est pas des petits joujoux qui sortent et qu'on vend à beaucoup d'échelles. L'innovation, c'est toujours quelque chose de social, c'est la diffusion d'un usage, d'une manière de penser, d'une manière de se représenter le monde. Nouvelle. Bon. Ça, c'est pour le rôle des Fab Managers. Alors, il y a une autre chose qui est très intéressante qui est ressortie de cette enquête, c'est qu'on s'est rendu compte que dans les Fab Labs, il y a les Fab Managers, et très souvent dans la composition de l'équipe, il y a évidemment des gens qui sont très diplômés, voire surdiplômés, et puis des gens qui ont strictement aucun diplôme. Et que ces gens-là travaillent ensemble. Et il y a de ce fait un enrichissement mutuel, parce que les gens qui n'ont aucun diplôme, en fait, ils trouvent une manière de valoriser des savoir-faire et des compétences acquises au fil d'une expérience professionnelle qui n'a pas forcément donné lieu à une certification. Et ça, on va y revenir, c'est un gros problème et un gros enjeu du réseau à l'échelle de 5-10 ans, c'est comment permettre à ces compétences d'être reconnues à l'échelle du réseau pour favoriser la mobilité des gens, pour pas que les gens qui sont embauchés sur des relations de confiance de réseau, si jamais il y a un problème localement, qu'ils puissent s'en aller, qu'ils ne soient pas prisonniers de leur réseau d'influence locale. Ça c'est capital, c'est très important, c'est quelque chose que le réseau peut faire pour ses membres. Mais localement, en tout cas, la coprésence et la coopération entre les gens diplômés et les gens pas diplômés permet de valoriser des savoir-faire non standardisés, non reconnus à l'échelle du Fab Lab, et en même temps, inversement, permet de nourrir l'expérience des gens qui sont dans des logiques institutionnelles, diplômantes, etc., de ces expériences extérieures. Ce qui est capital parce qu'on sait aujourd'hui, on a un problème le grand mouvement de détricotation, excusez-moi, de l'état social, etc., a eu un effet très pervers qu'on connaît bien aujourd'hui, c'est que les établis sont restés de plus en plus établis, de moins en moins nombreux, et l'exclusion a augmenté. Et en fait, on a multiplié les positions de gatekeepers, des gardiens de robinet, j'appelle ça, qui, hop, goutte à goutte, voilà. Et donc, on est aujourd'hui dans une situation où les établis sont de moins en moins nombreux et puis se sentent de moins en moins légitimes. Et donc, les espaces ont fait coopérer des gens qui sont en dehors du site des marginaux, mais alors ils sont majoritaires, donc ils sont plus marginaux, c'est le problème. Mais où on fait coopérer des gens comme ça et les gens qui sont intérieurs au système dans des espaces
où il n'y a pas la hiérarchie écrasante des systèmes établis, ça permet de refaire du lien social et de remettre en place cette fameuse solidarité organique dont on a besoin pour que les sociétés ne deviennent pas des cocottes minutes qui vont nous imposer à la gueule. Ça, c'est encore un truc qui est très important et qu'on arrive à démontrer avec les chiffres qu'on a sortis. Alors, ça, c'est pour le côté ressources humaines. Pour le côté finance, alors ça, on nous demande toujours de faire le business model des Fab Labs. Qu'est-ce que c'est le business model des Fab Labs? Alors, c'est un petit peu, il y a deux théories en sciences humaines qui sont deux paradigmes qui sont opposés et qui ne sont pas facilement conciliables. Un qui dit les êtres humains sont des agents rationnels qui cherchent à satisfaire leurs intérêts. Rationnel, ça veut dire qu'ils calculent. Bon, ils ont des intérêts, et les intérêts, on suppose qu'ils sont les mêmes pour tout le monde, c'est devenir riche, être fort, être grand, avoir beaucoup de ressources, ne pas être malheureux. Et on pense que ne pas être malheureux, ça peut préparer pour tout le monde, et là on se trompe. Vous verrez que je ne suis pas du tout d'accord avec cette manière de penser les choses. Et il y a une autre théorie fondamentale qui dit que les êtres humains ne sont pas vraiment des agents rationnels, avant d'être des agents rationnels, ils sont des agents sociaux. C'est-à-dire que pour qu'ils puissent être capables de calculer et même d'avoir une représentation de leurs intérêts, il faut qu'ils s'inscrivent dans un système social où il y a des règles, et c'est l'existence de règles qui permet après de développer une rationalité et de faire des calculs. Et ces règles n'existent que si elles sont partagées. C'est des conventions, elles n'existent pas a priori. Et donc il n'y a pas de but commun a priori avant l'arrivée de l'action collective. Et que la condition de possibilité de l'action collective, ce n'est pas du tout le calcul, c'est le don. C'est Marcel Mauss qui dit, pour faire une action collective, il faut sacrifier. Il faut d'abord sacrifier, prendre le risque de perdre, sans chance garantie d'avoir quelque chose en retour, pour rendre possible l'action collective. Ça veut dire, un exemple très simple, c'est quand on joue au foot, encore une métaphore pour les amateurs, quand on joue au foot, on ne peut pas dire, allez, je veux bien faire équipe avec toi, mais seulement à condition qu'on gagne. Dans ces cas-là, c'est pas possible. Si on veut jouer, il faut qu'on ait la chance de perdre. Il faut qu'on prenne le risque de perdre. Et après, on établit les règles, on joue, on gagne et on perd. Et on gagne et puis on perd, et on gagne et puis on perd. Et on calcule. Voilà. Donc, pour ce qui est du business model, comme c'est des actions collectives émergentes, les Fab Labs, si on leur demande tout de suite de dire combien elles vont rapporter, eh ben, plus personne va jouer. Voilà. Et donc ça, c'est l'erreur initiale et fondamentale de tous les décideurs, c'est de dire il faut absolument savoir comment ça va rapporter, parce que sinon, non, on n'a pas de ressources, ça ne va pas, Total, c'est très pauvre, BNP, ils sont en galère, vraiment, Société Générale, c'est pareil, ils n'ont vraiment pas les moyens, c'est pas possible, on n'a pas l'argent pour ça. Sachant qu'un Fab Lab, on pourrait avoir 3 000 € par an pour payer l'électricité. Ah non, vraiment, BNP, c'est trop compliqué. Bon, pas les moyens. Donc, ça c'est un truc capital. On ne peut pas demander à des expérimentations émergentes qui ont déjà démontré leur capacité d'action collective, parce qu'on a organisé un festival international, etc. Donc en fait, ça marche déjà. On sait faire des choses, on produit de la valeur, mais on refuse que ce soit d'emblée des métriques externes au réseau qui permettent d'évaluer ce qu'on produit, parce qu'en fait, nous, on est capable de montrer qu'on va créer des nouvelles métriques, puisqu'on invente des nouvelles règles du jeu qui permettent de compenser des problèmes qui sont produits des défauts des anciennes règles du jeu. On compense, on travaille à compenser ça, on n'a pas fini, on ne prétend pas avoir les solutions toutes faites, on est en train de les inventer. Pour ça, il faut le temps, il faut la patience, il faut le risque. Et on a démontré en faisant autant de bénévolat et d'exercices, etc., qu'on n'était pas là pour gratter des sous, et qu'au contraire, on était déjà dans une démarche de don radical depuis le début et depuis longtemps. Parce qu'avant que ça s'appelle Fab Lab, la plupart des gens qui sont là, pour les plus anciens, ils avaient avant les Fab Labs des associations où ils faisaient de l'aide, etc., etc. Donc c'est quelque chose qui est dans l'ADN, pour utiliser une expression que je déteste, de cette communauté qui partage un esprit. Ou pas. Bon. Donc ça, c'est pour dire aussi qu'il faut absolument éviter de céder à la tentation gestionnaire de faire une typologie, et j'y reviendrai sur la fin. Il n'y a pas de typologie des Fab Labs, parce que les Fab Labs sont en train de se construire, de
féconder, d'échanger des pratiques, etc. Et les modèles ne sont pas établis. Et ceux qui connaissent depuis assez longtemps les Fab Labs et leur évolution, ils voient très bien que les mêmes acteurs, depuis 3 ans, 5 ans, 6 ans, ont changé d'avis sur leur manière de s'organiser. Typiquement, à un moment donné, on refusait à ce qu'il y ait une association avec un président qui prenne des décisions. C'était pas possible. Le réseau n'était pas mûr. Maintenant, on est content de l'avoir et d'organiser des rêves. Donc tout le monde a changé d'avis. Donc si on commence à faire une typologie, c'est comme quand on a un enfant, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure à des collègues en discutant, comme quand on a un enfant, l'enfant il fait un caca nerveux, ok, on dit, lui il a un caractère colérique. Et si après on le traite toujours comme ayant un caractère colérique, et ben il va toujours réagir en mode mais pourquoi tu me dis que j'ai un caractère colérique, et ben il va être en colère, et à la fin on en aura fait un enfant qui a un caractère colérique. Ça s'appelle une prophétie autoréalisatrice. Et on adore faire ça parce qu'on a l'impression qu'on y arrive. On peut aussi faire une prophétie autoréalisatrice en disant les Fab Labs sont des endroits qui vont inventer des nouveaux modèles, on leur laisse le temps et ça va être super, on les encourage et peut-être que ça va faire pas des Fab Labs colériques, mais des Fab Labs participatifs, collaboratifs, ouverts sur l'extérieur et ainsi de suite. Ça c'est pour les typologies. Donc je ne reviendrai pas forcément dessus puisque je pense que j'ai à peu près traduit suffisamment en termes de métaphores pour que ça soit clair. Pour les formes juridiques, alors, pour les formes juridiques, c'est très intéressant. Il me reste à peu près 10 minutes, je devrais tenir le coup. Pour les formes juridiques, c'est très intéressant parce que, évidemment, il y a une grande majorité d'associations. 66%, alors c'est le chiffre de la bête, j'en rajoute un 6, ça fait 66, alors c'est l'apocalypse. Pourquoi il y a beaucoup d'associations? Par contre, il y a des sociétés, alors ce qui est très intéressant, c'est qu'il y a des associations. Il y a des SAS, il y a des SARL, il y a des SKIC, il y a un peu de tout. Majoritairement des associations. Et en fait, on peut se dire, tiens, on peut les classer par forme juridique. Ça peut être une forme de classement. Sauf qu'en fait, on se rend compte qu'il y a des associations qui tirent l'essentiel de leur budget de la vente de services. Et on se rend compte qu'il y a une SAS qui tire l'essentiel de son budget de subvention. Et donc là, on se dit, ah non, ça va pas du tout. Parce qu'une SAS, une société à but lucratif, pourquoi elle tire, c'est financé par mes impôts? Bon. Et une association, pourquoi elle vend du service et que du coup elle devient but lucratif? Donc on se rend compte en fait que ce truc par forme juridique ne tient absolument pas debout, et que ce n'est pas la forme juridique qui détermine le mode de fonctionnement. Pourquoi? Parce qu'on en est encore à tes souhaits, on en est encore à ce truc embryonnaire, qui n'est pas encore bien défini, et où chacun bricole, et bricole en faisant avec les moyens du bord et surtout les réseaux des gens qui sont impliqués. Et quand on regarde, on croise la forme juridique et les autres activités professionnelles des fondateurs de la structure, là on comprend. On dit tiens, lui il connaît quelqu'un là-bas, et c'est de là qu'il tire ses ressources parce que cette personne lui fait confiance, ils ont réussi à faire un marché, etc. Et donc là, c'est pas la structure juridique qui détermine, ou éventuellement la structure juridique est déterminée par les relations que les animateurs ont avec de potentiels prestataires qui leur demandent de l'adopter parce que ça les arrange eux. Voilà. Et donc là, on a un niveau de typologie qu'on est en train d'affiner et sur lequel il faudra qu'on revienne dans la deuxième version parce que là, on n'a pas assez de données et on n'a pas eu le temps parce que alors, on ne sait pas ce que ça veut dire de faire une enquête sur 150 Fab Labs en France à 3 tout en bossant à côté, etc. Mais voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, on a encore du travail à faire là-dessus. Bon. Donc ça, c'est très intéressant au niveau de la forme juridique. Du coup, c'est un work in progress, mais il y a deux questions qui se posent à ce niveau-là. C'est étant donné ce flou, cette floutitude, comment construire de manière cohérente et transparente des règles de coopération entre les collectivités territoriales, les Fab Labs et le réseau des Fab Labs. Comment on formalise ça? Parce qu'en fait, il faut de l'accountability. Et là-dessus, on est d'accord. Ouais, c'est un mot à la con, excusez-moi. C'est la capacité de rendre des comptes, d'être transparent, de prendre des décisions qui puissent être assumées et que du coup, s'il y a quelqu'un qui fait une saloperie, du genre du détournement de fonds, qu'on puisse le foutre en tôle, quoi. Et ça, on est tous d'accord. S'il y a quelqu'un qui est là pour gratter et pas bosser et dire que c'est lui le chef et qu'il va bien, et bien celui-là, on peut aller le foutre en tôle parce qu'une pomme pourrie, ça pourrit tout le panier. Et ça interdit après la possibilité de rentrer dans des relations de don contre don et tout le monde se barre et à la fin, on a tous perdu. Voilà. Donc il suffit d'une pomme pourrie pour ça, et donc c'est pour ça que les pommes pourries, il y a des mines de charbon au Mozambique pour ça. Ça va très bien. Alors, ça c'est mon côté, j'ai grandi dans un pays communiste.
Alors, donc ça c'est un des problèmes de la structure juridique. Deuxième problème de la structure juridique, c'est comment on imagine des formes de coopération entre les Fab Labs et les entreprises. Parce que, alors j'ai aussi grandi dans un pays capitaliste et je ne suis pas forcément contre la libre entreprise. Les entreprises sont là pour dégager des profits et les Fab Labs sont là pour créer du commun. Donc il faut arriver à inventer une manière d'articuler la recherche légitime du profit et la redistribution ou le partage des fruits de ce profit de manière à sauvegarder la capacité de maintenir le commun d'une génération sur l'autre, donc en investissant dans ces opérations-là qui construisent du commun, et en limitant la chance de survenue de coteries d'intérêts individuels qui risquent de déchirer le tissu social. Ça c'est un enjeu, et il passe aussi par l'invention de nouvelles formes de contractualisation sur lesquelles on doit travailler. Voilà. Ça c'est un chantier, moi j'ai des étudiants, j'ai pour une vingtaine d'années de boulot là-dessus. Bon. En parallèle de ces questions juridiques, et ça va avec, il y a les questions de la gouvernance. Donc, comment les décisions sont prises dans les Fab Labs? Alors, comment les décisions... Ça, on n'a pas encore de réponse. Alors là, clairement, c'est un chantier. Quelle est la légitimité? Il y a trois grands points. Quelle est la légitimité des décisions? Qu'est-ce qui garantit que les décisions prises sont légitimes, sont reconnues comme légitimes par les membres qui sont concernés par ces décisions? Comment ces décisions sont suivies des faits? Non seulement les gens les considèrent comme légitimes, mais après les gens les appliquent. Parce que par exemple, quand on a dit ouais, on va faire un premier livre blanc, il y a un questionnaire qui a été fait, il n'a jamais été distribué parce que les gens avaient autre chose à faire. Comment on s'assure que les décisions sont effectivement suivies des faits? Et dernièrement, une fois que ces décisions sont suivies des faits, quels sont les mécanismes de feedback qui permettent de tirer un enseignement de ces décisions et éventuellement d'ajuster les mécanismes de gouvernance pour les adapter aux enseignements tirés des effets de ces décisions sur le réel. Voilà. Ça, c'est pour la gouvernance. Donc là, on est vraiment dans de la prospective, on n'a pas d'idée, on sent bien que tout le monde tâtonne et qu'il n'y a pas de solution qui se dégage à l'heure actuelle dans les Fab Labs. Il y a beaucoup de cas particuliers et c'est pas possible là en un temps aussi court de tous les exposer, mais ils sont plus détaillés évidemment dans le livrable. Alors il me reste 3 minutes, je vais y arriver très vite. Alors pour les animations, pour les activités, donc bon, je ne vais pas vous faire quelles sont les activités dans les Fab Labs, tout le monde les connaît, hein, c'est pas la peine que je perde du temps là-dessus. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans les répondants, il y a 60... il y a beaucoup de gens qui disent ne pas oser s'appeler Fab Lab. Ça nous a paru intéressant à souligner et à rappeler là pendant cet exposé. On s'est dit, mais c'est étonnant parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de grandes entreprises, Bouygues, France Télécom, ils ont tous voulu monter des labs. Et le Fab Lab de Bouygues, ils ont mis 50 000 balles dans les machines, ils ont un lab pour avoir des infos internes. Par exemple, le Fab Lab de Bouygues, personne n'y va, ça prend la poussière. Mais c'était pas ces 50 000 balles pour Bouygues, c'est une crotte de nez, quoi. Bon. Et après, on peut mettre sur un rapport d'activité, on a fait un lab. Donc, il y a des entreprises qui font des labs, ils sont très contents, ils disent qu'ils sont des Fab Labs. Et puis, il y a des gens qui sont concrètement des Fab Labs, qui ouverts au public, qui font de l'activité, etc. Ils disent, ah non, mais on ne veut pas, on n'ose pas, vraiment, c'est pas notre truc. Ouais. Non? Ok. Alors, comment expliquer, comment interpréter ce caractère, on s'est dit, tiens, c'est peut-être des gens qui ne veulent pas adhérer à la charte, etc. Non, en fait, c'est qu'ils n'ont pas confiance dans leur capacité d'être à la hauteur de tout ce que ça demande. Et ils ont peur de se planter, et ils ne veulent pas, c'est ce qu'on a comme retour d'expérience et de commentaires sur les questions ouvertes, ils n'osent pas adhérer parce qu'ils disent, ouais, on ne sait pas, etc. Et là, on sent qu'en fait, c'est des situations de gens qui sont isolés, et qui se mettent une barre très très haut, et qui n'ont pas l'appui de la communauté pour un travail d'intégration et d'accompagnement dans leur structuration. Bon. Très rapidement, sur les problèmes d'équipement et de lieux, on voit que la plupart des labs sont hébergés. Et qu'il y a une partie, et ça rejoint le problème de gouvernance, etc., il y a une partie des labs qui sont adossés à des structures, des institutions qui existent,
canopée des universités, etc. Et que là, du coup, ça pose un problème. Est-ce qu'une université, est-ce qu'un conseil général peut adhérer à RFF Lab? Non, c'est compliqué. Là, il y a des problèmes juridiques, et voilà. Et Non, donc, je là, tiens à préciser que si on veut donner de l'argent, il n'y a pas de problème quand même. ouais. Ça, c'est sûr. Mais par contre, il y a des problèmes d'adhésion. Donc, il faut qu'on invente des manières pour permettre, parce que le réseau des Fab Labs est évidemment la structure qui a vocation à regrouper tous les Fab Managers et les Fab Labs pour leur apporter un atout pour les mettre en réseau. Et on a inventé des modalités particulières pour associer ces institutions à la gouvernance aussi de RFF Lab, parce que c'est aussi l'objectif. On n'est pas là pour... j'ai grandi dans un pays de l'Est, mais je ne suis pas stalinien, et on n'est pas là pour mettre la main sur tout le travail bénévole essentiellement qui est fait par plein de gens auxquels on a toute la gratitude du monde, parce qu'en fait s'ils n'existaient pas, je ne serais pas là en train de faire le pingouin devant le micro. Donc en fait pratiquement ce n'est que juste restitution des efforts. On est plutôt là pour défendre les intérêts justement de ces gens. Exactement. Et donc arriver à inclure tout le monde dans la gouvernance pour que ce soit constructif, etc. Une des pistes qu'on peut envisager, et ça c'est peut-être à voir aussi avec différentes autres structures, une des pistes envisagées, c'est des conditions d'accès à la propriété foncière pour les labs. C'est-à-dire plutôt que de louer et de faire payer des loyers par des collectivités, des universités, etc. Pourquoi pas imaginer, alors un exemple grotesque et grossier, hein, mais dans une ville plutôt grande, universitaire, on achète un immeuble, il y a un lab au rez-de-chaussée, et aux étages, il y a des résidences étudiantes. Les étudiantes payent un loyer modéré. En bas, ils ont un tiers-lieu avec des machines, une salle à café, une salle de concert, etc., qui finance cet espace et qui appartient au lab. Et il y a des manières de faire tourner l'équipe, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait des gens qui du coup, deviennent propriétaires du lab, parce que du coup ça se personnalise et ça devient un truc à but lucratif ou à visée personnelle. Et donc des structures où le lab s'alimente en ayant des ressources autonomes. Dans une ville universitaire, ça peut être la location de résidence étudiante, et à la campagne, ça peut être des exploitations agricoles. Voilà, où on fait des AMAP et les ressources tirées de ces AMAP nourrissent, financent les activités du lab, qui elles-mêmes peuvent du coup rebondir sur la construction de réparation de machines agricoles, etc. etc. Bon. Ça rejoint simplement pour préciser ce que j'ai dit tout à l'heure sur les tiers-lieux, d'intégrer les Fab Labs qui sont effectivement plutôt des charges de production, on le sait, dans des tiers-lieux écosystèmes qui permettent effectivement de financer par d'autres services et qui profitent en plus à l'écosystème du Fab Lab. Absolument. Alors, et je vais finir par le réseau, et je vais m'arrêter là parce qu'après il y aurait énormément de choses à dire, mais bon. Il y a un punch après pour ça. Voilà. Pour le réseau, en fait, on s'aperçoit qu'à mesure que le réseau international des Fab Labs grandit, il grandit sous forme de fractal, c'est-à-dire qu'il se divise en plein de réseaux de taille intermédiaire, qui eux-mêmes se divisent en plein de réseaux de taille intermédiaire, et qui reproduisent le même motif à petite échelle. C'est encore des champignons en fait. C'est exactement. Vous voyez, c'est pas pour rien que... Qui suivent, La hein. métaphore, Ça change de la fac, qui suivent. Oh, j'y arrive pas mal, alors, et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des effets d'homologie de structure entre les différents niveaux. Et donc, il y a un intérêt à définir des points de passage à l'échelle, c'est-à-dire des organes de passage à l'échelle, pas forcément, alors passage à l'échelle, attention, c'est très utilisé en école de commerce, c'est pas j'ai trouvé un bon modèle de Fab Lab, je vais le faire le même partout ailleurs, ça c'est surtout pas ce qu'on veut, parce que justement ce qu'on dit c'est que les Fab Labs sont ancrés dans la situation locale et les champignons, s'ils poussent sous un arbre, poussent d'une certaine manière, à la même espèce, ils poussent etc. Mais des points où des acteurs qui ont des missions spécifiques bien définies dans le réseau servent de traduction, d'organes de transmission entre le niveau, je sais pas, national et régional, par exemple. Ouais. C'est un peu une idée de comité local en fait. Mhm, mhm. Localité, voilà. Absolument.
Absolument. Donc des histoires de fédération, confédération, etc. On réinvente le tiède, hein, mais bon, comme on a démoli les anciennes structures, voilà, il faut les réinventer. Donc, voilà un petit peu dans ces grandes lignes. Alors, je pourrais vous faire aussi ce qu'on a trouvé, qu'on n'avait pas réussi à trouver, comment on voudrait améliorer le truc, etc. Mais bon, ça sera détaillé dans le document final. Je vous laisserai en prendre connaissance. Pour les volontaires, on s'est dit aujourd'hui avec le conseil scientifique qu'on pouvait vous imprimer des versions. C'est ce qu'on voudrait faire à ceux qui sont volontaires. On voudrait imprimer une version brouillon, version 1, qu'on vous donne à ne pas diffuser, et pour que vous nous fassiez des commentaires qu'on intègre dans la version définitive, et donc à l'échelle de un mois, pour continuer dans l'esprit du travail participatif de co-construction de savoir qu'on a entamé. Et à la fin, ce document intégrera aussi donc un retour critique sur ce qu'on a réussi, ce qu'on n'a pas réussi, et un dispositif pour améliorer et poursuivre le chantier, sachant qu'après on va recruter des gens qu'on voudrait former pour prendre en charge la nouvelle version qui devrait sortir d'ici 3 ans. Et ça va être notre prochaine mission. Enfin, une dernière remarque, ce questionnaire a été récupéré par les camarades espagnols et les camarades italiens pour répliquer le modèle dans leur pays, et ça sert aussi de base à la construction du réseau à l'échelle européenne, qui est encore un autre point de passage et d'échelle. Je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis à votre disposition, et pardon pour... Eu égard au travail effectué, je pense que ça mérite déjà quelques applaudissements. Tes élèves t'applaudissent jamais? Si, ça arrive. Ah. Mais ça, c'est quand il dit des grosses conneries en général. Donc là, on voit quand même que le sujet reste un des espoirs déçus qu'on avait en faisant le livre blanc, c'est de dire ça va nous simplifier la vision des Fab Labs. Vous l'aurez compris à la lumière de l'exposé de Matej que c'est loin d'être le cas. En réalité, ça nous permet un niveau de compréhension supérieur de la complexité du phénomène. Mais comme tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça ne permet pas de dire un Fab Lab c'est ça, et un Fab Lab c'est ça, et un Fab Lab c'est ça. Tout ça, c'est comme les petits champignons. Je préfère la métaphore biochimique ou la métaphore sportive, personnellement. Effectivement, tout ça est encore en évolution, et dans la structuration de notre réseau dans les 3 années à venir, parce que le plan que je vous propose demain, c'est un plan sur 3 ans, c'est une notion qui est vraiment à prendre en considération. On ne considère pas qu'on part sur des bases, des choses actées, des choses écrites, etc. Je pense que c'est d'ailleurs à intégrer dans notre modèle de fonctionnement associatif, et c'est aussi pour ça qu'on a un conseil scientifique pour nous y aider, parce que c'est des notions que je maîtrise, de nous aider à comprendre comment construire un réseau français des Fab Labs qui est capable d'être résilient, qui est capable de se réinventer en permanence, en même temps avec cette forme de stabilité que nécessite notre construction associative, effectivement, avec ce côté pyramidal, qui est aujourd'hui plus qu'une volonté, une nécessité pour avoir accès à certains niveaux de dialogue avec le pouvoir public et les partenaires, sans pour autant perdre l'esprit du départ de l'association, qui était de travailler en horizontalité, en collaboration totale, et je prends l'exemple des tiers-lieux open source francophones, et dans le respect aussi des adhérents, c'est-à-dire par la documentation ouverte de nos actions, de nos réflexions, et en laissant le champ ouvert à tous ceux qui veulent venir nous aider et contribuer à ce travail collectif. Est-ce qu'il y a des questions pour Matej? Je vais te donner le micro, parce que comment vous filmer. Tu allais un peu vite sur le côté modèle d'affaires, business model. Est-ce qu'il y a des grandes lignes qui se dégagent, ou est-ce que finalement c'est une myriade de solutions locales? Alors, c'est ce que je disais, il y a strictement aucune grande ligne qui se dégage. Strictement aucune. Strictement aucune, sachant qu'on voit bien qu'il y a des choses qui reviennent. En fait, ce qui se dégage, c'est pour ça qu'on refuse de faire de la typologie, c'est que les Fab Labs tendent tous vers, dans le rapport de la FIM, en fait, vous verrez quand vous lirez le truc, on se base sur le rapport de la FIM qui avait établi une typologie. Vous auriez plutôt des Fab Labs industriels, plutôt des Fab Labs ceci, plutôt des Fab Labs cela. Et en fait, on se rend compte qu'à ce moment-là, et vu comme un flash, un one-shot, il y a ça qui apparaît. Et en fait, on se rend compte que comme les Fab Labs sont en réseau, en fait, ils prennent des bonnes pratiques à gauche à droite, ils tendent tous à faire un peu de tout. Un peu de tout. Et à un moment donné, il y a un Fab Lab qui va être plus industriel et un autre Fab Lab qui va être plus, je ne sais pas, social parce qu'il accueille les malheureux du coin. Mais à la faveur de la fin d'un contrat chez l'un et du début du contrat chez l'autre, si on prend la photo 2 ans après, ça s'est inversé. Et là, on ne saura pas dire que c'est parce que, etc. En fait,
ce qu'on voit, c'est que si on regarde sur le temps long, et ça c'est souvent le problème c'est pour ça que le problème des typologies, et ça vient avec le parce qu'on est obligé de publier et de dire on a publié un truc, c'est la vérité, regardez, j'ai fait un truc objectif. Et donc, comme on est obligé de publier tous les ans, en fait si ça change c'est bien parce que tous les ans on peut publier un truc nouveau et c'est pratique. Mais en fait, si on regarde un objet sur un temps long, 5 ans, 10 ans, en fait on se rend compte que l'objet il bouge, il change, et les conditions changent, etc. Et il n'est pas du tout enfermé, les acteurs s'adaptent. Et en fait, ce qu'on se rend compte, c'est que si les acteurs restent les mêmes dans le même Fab Lab, non seulement ils s'adaptent, mais ils ont une mémoire organisationnelle et ils optimisent. Et ils augmentent leur réseau et ils augmentent la stabilité du truc. Donc si on laisse assez de temps aux gens pour gérer, aux Fab Managers, si on ne dit pas qu'il faut changer de Fab Lab tous les 2 ans, comme on a fait chez les cadres de France Télécom, etc., on se rend compte qu'ils améliorent, ils se professionnalisent, ils améliorent leurs pratiques, ils augmentent la surface sociale de leur réseau, ils ont plus de ressources et ils les gèrent mieux, et du coup ils sont plus à même de faire face à des coups durs et ainsi de suite, et ils font un Fab Lab plus complet, quoi. Voilà. Merci pour la question. Il n'y a pas d'effet de seuil, justement, à partir d'un certain moment où il y aura un glissement plutôt un basculement sur un autre. Je ne veux pas faire parler les esprits et je ne veux pas trop parler de l'avenir, je ne sais pas. Alors, des effets de seuil, il y en a forcément, mais ça c'est un truc auquel il faut être vigilant parce que ça c'est une très très bonne question, mais je vais la retourner un petit peu dans le sens où typiquement les effets de seuil c'est soit en termes de temps, soit en termes d'espace. Donc en termes de temps, c'est à partir de X, 20 ans, 30 ans d'existence d'un Fab Lab, qu'est-ce qui se passe? Aujourd'hui, on ne sait pas parce qu'il n'y en a pas des Fab Labs aussi vieux, et donc là-dessus, je ne me prononcerai pas. En matière d'espace, par contre, là, il y a un point qui est très important et qui est capital politiquement, c'est qu'un Fab Lab, est-ce qu'il a vocation à croître? Et jusqu'où il a vocation à croître? Parce qu'une entreprise, on veut dire, elle a vocation à croître. Bon. Est-ce que les Fab Labs ont vocation à croître? Est-ce que le Fab Lab, le petit Fab Lab de Paris a la vocation de devenir le grand Fab Lab de Paris, c'est-à-dire de bouffer tous les autres Fab Labs de Paris pour optimiser, faire des gains d'échelle, tac, tac. Non, c'est Allez, le Fab Lab du Grand Paris. le grand Fab Lab du Grand Paris. Donc là, effectivement, si on pense la logique des Fab Labs dans une optique de croissance, on se dit il va y avoir des effets d'échelle. Parce qu'à partir du moment où moi, Fab Manager, j'administre 20 Fab Managers adjoints qui chacun gère une succursale de mon Fab Lab, il y a un modèle qui s'appelle ici Montreuil qui imagine ça et qui le vend. Dans ce cas-là, c'est une entreprise qui vise la croissance. Bon. C'est pas du tout le modèle des Fab Labs. Les Fab Labs, en fait, ont une vocation à se limiter dans leur croissance de manière à être à la bonne taille par rapport aux besoins de leur territoire et à cohabiter avec les... C'est-à-dire que, par exemple, l'équipe de foot d'Auxerre n'a pas vocation à devenir l'équipe de foot d'Auxerre et de Besançon. Elle a besoin de l'équipe de foot de Besançon pour continuer à faire des matchs. Et on a besoin de plusieurs Fab Labs pour faire des maker fights. Et pour faire... Eh oui, il faut faire des compétitions. La compétition, les Fab Labs ne sont pas en concurrence, mais ils peuvent être en compétition amicale pour s'amuser, pour inventer, pour être stimulés dans la démarche. Et on a besoin du coup de plusieurs Fab Labs à la bonne échelle, comme on a besoin de plusieurs équipes de foot à la bonne échelle. Et l'équipe, le PSG n'a pas vocation à avaler l'OM. Est-ce que justement, là, j'essaie de relier des points, oui. Là, tu es en train de dire qu'en fait, il n'y a pas une vocation d'expansion individuelle de chaque Fab Lab, mais que par contre, il y a une augmentation de ce que tu appelles les compétences, même si je ne suis pas, le terme ne me plaît pas complètement, mais donc ça veut dire qu'en gros, avec toujours la même question du Fab Manager, ou en tout cas du manager, du concierge, tout ce qu'on veut comme terme du lieu, donc ça veut dire qu'il y a une augmentation de cette charge qui est donnée à la gestion, puisque plus compétence il y a, plus typologie de augmenter, tout ça. Donc est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine à ce niveau-là, au niveau de temporalité, le peu de temporalité qu'on a sur déjà les 3, 5, 7 ans qui existent pour la moyenne, en tout cas, je ne sais pas s'il y a une moyenne d'existence des lieux déjà qu'on peut avoir à déterminer. On n'a pas assez d'ancienneté pour faire des chiffres sérieux. Non, mais c'est comme le premier Fab Lab de France en 2009, on va pas ça. Mais déjà, est-ce qu'il y a quelque chose qui se dessine à ce niveau-là, en tout cas? Ouais, alors, il y a des choses qui se dessinent. Effectivement, c'est une très bonne question, mais là-dessus, c'est un rapport avec le modèle de gouvernance. Et c'est là-dessus que j'ai été très évasif, et pour cause.
Parce que on pourrait faire des moyennes, le premier Fab Lab en France 2009, donc la moyenne d'âge des Fab Labs et de temps. Sauf qu'en fait, c'est comme si je prenais un échantillon de 3 poules et je dirais les poules sont toutes blanches. Alors que bon, voilà. Ce serait scientifiquement pas terrible, comme on a un peu de... par contre, ce qui se dessine, c'est qu'effectivement, à mesure que les Fab Labs prennent en charge différentes dimensions éducatives, industrielles, etc., on a besoin de compétences diversifiées et à la fin, on ne peut pas avoir un Fab Manager couteau suisse qui fait tout et le tout pour 300 balles par mois. Ça, c'est clair et net. On ne va pas y arriver. Ce qui se dessine, dans les cas qui arrivent à bien tenir, ce qui se dessine, c'est plutôt des équipes d'animation qui arrivent à associer des compétences diversifiées de manière harmonieuse. Et ça demande, ça c'est un gros problème. Moi je le sais parce que je bosse avec des ingénieurs, je suis sociologue de formation, ça fait 20 ans qu'on bosse ensemble, on arrive encore à s'engueuler. Et au bout d'un moment on se dit, ah mais on s'engueule, ah oui, ça y est, on était reparti, toi tu es ingénieur, moi je suis sociologue, hop, on s'y remet. Ça met des années à se mettre en place des coopérations entre des logiques différentes, et ça a besoin toujours de se réajuster. Mais l'idée, c'est d'avoir des gens assez spécialisés, assez pointus, parce qu'on ne peut pas tous être médecins, meuniers, forgerons, et ça, c'est pas possible. C'est la polyvalence, la souplesse, on change de métier 10 fois par vie. Sauf que moi, j'ai pas du tout envie de me faire opérer par un chirurgien qui exerce tous les 3 mois, une fois tous les 10 ans, 3 mois une fois tous les 10 ans, et qu'à côté, joue au foot, tourne la pelouse et tout ça. Je préfère un chirurgien qui est chirurgien. Voilà. Et qui opère tous les jours, parce que comme ça, il est à droit. Ça dépend, après, est-ce que tu as envie d'être opéré comme un chirurgien qui va en opérer 500 Ah non, alors, faut pas qu'il en opère trop par jour non plus, évidemment. Mais bon, il vaut mieux qu'il en opère pas mal, voilà, mais pas trop. Ça, c'est pour son bien-être, etc. On est complètement d'accord. Excuse-moi, cette question-là, elle emmène sur la mutualisation des compétences dans les lieux aussi. C'est pas encore un livre blanc, mais c'est une tendance qu'on voit un peu partout en France. Encore une fois, quand les lieux font écosystème avec les Fab Labs, c'est que finalement certaines compétences sont et mutualisées et externalisées. Et à une autre échelle aussi, pas seulement dans les lieux, puisque sur la gestion typiquement du travail et des emplois, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui vont vers le portage, différentes formes de portage salarial, des compétences qui sont très lourdes et très onéreuses à porter en interne pour une association ou n'importe quelle structure d'ailleurs. Donc c'est ça. On n'a pas de réponse claire. On sait que l'horizon, c'est un panel de compétences plus ou moins stabilisées. Il faut que ce soit assez stabilisé quand même, parce que les gens n'arrivent pas à coopérer du jour au lendemain parce qu'ils ont le même esprit des makers. Voilà. Ouais. Mathilde, j'entends très bien les concepts, les choses que tu as parlé par rapport à ces notions de que si est-ce qu'un Fab Lab il doit croître, est-ce qu'il doit agrandir. En t'écoutant, j'entends c'est simplement une notion, je ne sais pas si c'est pris en compte la notion de maturité d'un Fab Lab. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure qu'un Fab Lab il se construit, il ne se pose pas la même question. C'est-à-dire qu'au début, il y a une question de dire, on va prendre de l'avril, et après, dans 5 ans, je ne sais pas, 7 ans, il dit, ok, comment est-ce qu'un avril peut développer des projets d'innovation, open hardware, open software, pour une communauté engagée. Et là, ce n'est pas la même question, ce n'est pas les mêmes enjeux, des enjeux. Et je ne sais pas si dans un des objectifs là, avec les livres blancs, c'est dire, hey, construisons un espèce de degré de maturité, de dire, voilà, si un Fab Lab, au début, il va se poser certaines questions, et au fur et à mesure, les questions vont évoluer, et ça permet aussi de gagner une ligne directrice de comment est-ce qu'il doit évoluer. Je te remercie pour la question. C'est effectivement une dimension sur laquelle j'ai peut-être pas été assez clair et insistant dans mon exposé. En fait, cette question, elle en cache un petit peu deux. Un, c'est que les Fab Labs, ils mûrissent. Qu'est-ce que c'est qu'un Fab Lab qui mûrit? Si le Fab Manager change tous les 3 ans, est-ce que le Fab Lab mûrit? Ça dépend. Ça dépend du niveau de structure et de portée des règles de gestion du Fab Lab.
C'est-à-dire que si les règles sont toujours les mêmes et que le Fab Manager arrive et il les respecte, il est interchangeable. Mais si les règles ne sont pas claires au début, en fait, le Fab Lab mûrit avec sa communauté. C'est ça le truc. Et donc, mais sauf qu'en fait, une communauté, elle n'est pas immortelle. Et il y a des gens qui disparaissent, il y a des gens qui apparaissent. Et donc, en fait, ce qui est important, c'est qu'effectivement, ce qu'on arrive à très bien à voir, alors, on arrive peu à le voir parce que les Fab Labs ne sont pas assez anciens, donc on a déjà un problème d'histoire. Mais ce qu'on arrive à voir, c'est qu'effectivement, pour les Fab Labs les plus anciens, ils ont mûri, ils ont changé de manière de se poser des questions, etc. Et ils ont arrivé à mettre en place des procédures qui peuvent être mises en péril par le changement de l'équipe tant que le réseau n'a pas assez diffusé les bonnes pratiques pour permettre en fait de compenser les... En fait, un Fab Lab isolé, ça ne veut rien dire. C'est que si jamais à un moment donné la communauté change, mais que le réseau est là pour absorber les variations et que les gens qui rentrent dans la nouvelle communauté, enfin qui sont nouveaux dans cette communauté, s'inspirent des pratiques qui existent par le réseau, le truc est absorbé. Si le Fab Lab est isolé et tac, on enlève 5 membres, on en met 5 nouveaux, il faut tout recommencer à inventer l'eau tiède. Ah, est-ce qu'il faut qu'on se mette d'accord? Et qui c'est le chef, etc. Donc à chaque fois, ça c'est un truc qu'on savait très bien dans les communautés de squat, c'est que quand l'équipe de squatteurs restait la même d'un squat sur l'autre, de squat en squat, c'était de plus en plus efficace. Comme il y avait une grande instabilité et que les équipes se recomposaient, à chaque fois il fallait recommencer la même chose. Qui c'est qui fait la vaisselle? Et comment, etc. Vu qu'on a qu'un seul manager pour toutes les responsabilités, il impacte aussi son image et sa perception. Exactement. Et ça c'est un problème. C'est là l'importance du réseau, etc. On a une question là. Là-bas et là-bas. Oui, bonjour. Bravo pour l'exposé, c'était très passionnant. J'ai deux questions en fait, j'abuse. La première, c'est, on a parlé tout à l'heure d'effet de levier un petit peu et aussi de croissance jusqu'à la bonne taille qui correspond à là où on est implanté. Ceci dit, ça suppose quand même que bien souvent, quand on commence à une équipe très réduite, on doit quand même croître au moins jusqu'à cette bonne taille. Et pour ça, il y a quand même des leviers comme le premier salarié, trouver des locaux adaptés, etc. Est-ce que dans les retours du questionnaire, vous avez identifié comme ça certaines étapes clés quand même sur lesquelles vont buter un certain nombre de labs et surtout identifier des pratiques peut-être déjà qui peuvent être diffusées parce qu'on parle beaucoup par exemple je vais prendre un exemple très précis mais des services civiques. Si on regarde le service civique, il y en a beaucoup qui sont utilisés dans des Fab Labs que je ne donnerai pas pour faire des ouvertures, pour faire des choses comme ça. C'est pas autorisé. On n'a pas le droit d'utiliser un service civique pour ça, il ne doit pas être seul. Il doit toujours être encadré. Donc il y a quand même un certain nombre de choses, même si on croit jusqu'à une certaine taille, qui nécessitent de franchir certains paliers qui ne sont pas toujours évidents. Ça, c'est la première question. Et la deuxième, c'est, tu as dit tout à l'heure, la plupart des Fab Labs sont hébergés. Et je me posais la question de l'influence des hébergeurs sur les labs. Parce que, et c'est aussi lié au modèle économique, parce que le modèle économique, il doit être suffisamment viable pour permettre toutes les activités sympas qu'on a envie de faire, mais qui doivent être soutenues par une activité viable, qui n'est pas forcément aussi sympa, mais qui est quand même nécessaire. Et je me posais la question de l'influence des hébergeurs sur ça. Merci pour ces deux très bonnes questions. Alors, elles se rejoignent, évidemment. Je vais essayer de répondre à l'une et après à l'autre, mais peut-être que je répondrai un peu aux deux en même temps. Concernant les effets, les bonnes pratiques, etc., il y a une chose qui est assez claire, c'est que les labs, les Fab Labs, ne peuvent pas, en l'état, sortir suffisamment de revenus pour s'assurer 2 salariés à l'année, temps plein, honnêtement payés. C'est-à-dire qu'en plus, c'est ça le problème, c'est que, moi je veux dire, quand on est Fab Manager, qu'on sait faire de la 3D et du machin, en fait, moi, pas moi d'ailleurs, parce que je ne suis pas un informaticien, mais n'importe qui, il va dire, moi je ne veux pas bosser là, vous me payez 800 balles par mois, je gagne 2000 dans n'importe quelle boîte, mes compétences sont rares et demandées, voilà. Je ne veux pas aller bosser, si j'allais m'emmerder, en plus il faut que je fasse la vaisselle, que je... Bon, ouais, pas des choses. Alors que si je traverse la rue, j'ai vu. Alors que si je traverse la rue, voilà. Exactement. Exactement. Bon. Donc, on a ce problème-là qui est critique, et il y a différentes solutions qui apparaissent.
Alors, la plupart du temps, les labs sont soutenus par des pouvoirs extérieurs, qui sont des collectivités, des universités, etc., et qui du coup demandent aux labs, et c'est là on arrive à la deuxième question, de remplir un certain nombre de fonctions de ces lieux, ou de se montrer utile, rentable d'une certaine manière, sauf que la rentabilité là n'est pas mesurée en argent, elle est mesurée en service rendu. Et c'est là où on se rend compte que l'économie traditionnelle, en disant oui, tout est réductible à la masse monétaire, c'est complètement bidon, parce qu'il y a différentes sortes de capitaux, on le sait bien, et la traduction est compliquée d'un champ à l'autre. Typiquement, alors on peut prendre l'exemple du dôme, en plus ça va me permettre il se trouve que je vis à moitié en Bourgogne et j'enseigne à Caen, et le dôme est dans un partenariat en ce moment de l'université de Caen avec l'université de Bourgogne-Franche-Comté pour un projet sur la viabilité de la transition énergétique avec l'hydrogène, etc. Et que les Fab Labs ont un rôle à jouer dans ce truc pour faire des expérimentations, pour voir comment les citoyens peuvent participer à ce truc. Et donc on voit bien qu'en fait on a des modèles possibles en associant différentes institutions qui se servent des Fab Labs comme lieu d'expérimentation, comme espace de réalisation de choses qui ne peuvent pas être réalisées dans le contexte institutionnel. Et donc, alors là-dessus, évidemment, ça impose au lab, en retour, en échange d'une stabilisation des revenus qui permettent de salarier quelqu'un, donc de le rendre viable et supportable pour les gens qui font le boulot, ça impose effectivement de négocier avec les institutions sur les projets, et donc de consacrer une partie de l'activité. Ça peut être aussi avec des entreprises. Parce qu'il y a des entreprises, pour ça, On attend encore pour 2 questions, si on va vite. Ok, bon. Alors, voilà, ça, c'est une réponse un peu de Normand, mais il faudrait vraiment, mais on boira après. On boira après. Il y a un punch, je répète, il y a un punch après. Mais ouais, c'est à creuser dans ce sens-là. Et la protection, alors un truc qui est important, c'est effectivement la protection des Fab Managers engagés dans ces rapports avec les institutions pour qu'ils ne se fassent pas bouffer dans ces partenariats et que l'institution n'impose pas strictement ces conditions, parce qu'en fait, elle serait perdante aussi, l'institution ou l'entreprise. Parce que le New Public Management a tapé dans le public comme dans le privé, donc les problèmes sont les mêmes en France des deux côtés. L'absurdité bureaucratique est à peu près analogue qu'on soit chez BNP ou au ministère de l'Éducation nationale. C'est à peu près la même, c'est pour ça que, bon, bref. Donc, à creuser. J'ai 2 questions. La première, c'est, mais elles sont courtes. Est-ce que le rapport de 2001, comme il date d'il y a 17 ans, il aide à penser les 17 prochaines années? Ou est-ce qu'on change complètement de situation d'époque en gros, est-ce que l'histoire nous protège ou est-ce qu'au contraire, tout est à rejouer? Et je sais, c'est une question qui est mais en gros, la question que je la chante, c'est est-ce qu'on n'a pas intérêt, effectivement, comme tu l'as fait, c'est un chemin, à aller à la rencontre de ceux et ceux qui ont fait les friches, qui ont fait les squats, qui les ont ouverts, qui se sont défendus, qui parfois ont eu la police en face d'eux et la police défendre. Et donc voilà, c'est une question. Le Fab Lab, j'ai l'impression qu'il nous amène à regarder ce qui vient, mais il y a aussi ce qui nous a amené jusque-là, qui est l'histoire. Et je dirais, ça c'était la question histoire, j'ai une question plus anthropo. C'est, par exemple, à la mine, je suis un peu investi dans une maison, on va dire sur le sac qui est en face d'un campus très vieux. Ça fait 2 ans que dans un garage, il y a un atelier de réparation. Et en fait, chez nos voisins anglais, ils ont une association, parce que c'est une association qui s'appelle Maker Assembly, qui s'est confrontée à une question de la part de leur banque qui est de dire ce qui nous empêche le plus de travailler, c'est le discours sur l'innovation. Sur l'innovation. Comment se défaite ce discours-là? Et en fait, ce qu'ils ont réussi à formuler, c'est de dire allons là où effectivement peut-être on ne nous attend pas. Donc ils ont fait, c'est des Anglais peut-être qui ont ça en moins de 6 mois, un festival de la maintenance, avec une lecture très anthropologique. Et là où j'en reviens, c'est typiquement l'atelier soudé qui est à la mine, s'inscrit dans une culture de la réparation, s'inscrit dans le réparer le monde, pas dans le fabriquer le monde. Et je pense qu'ils sont très proches, mais j'ai pas l'impression qu'ils se rendent compte qu'ils sont proches. Donc c'est une question d'ordre stratégique cette fois-ci, c'est comment on se défait peut-être stratégiquement de discours dont on doit pour se rapprocher d'acteurs qui sont en train de construire des choses actuellement, mais d'une certaine manière à côté, et alors qu'ils pourraient complètement venir nourrir ce livre blanc qui j'ai l'impression peut être un
un objet qui vient pas remplacer mais compléter effectivement le discours de celui de la mission coworking qu'il faut prendre une certaine manière. Donc je répète, est-ce que l'histoire nous protège? Et deuxième question, où est-ce qu'on va piocher des stratégies ou des tactiques qui permettent aux Fab Labs de ne pas se faire bouffer par l'innovation? La première question, elle est simple. Bien sûr, l'histoire nous protège. Enfin, j'espère avoir démontré que d'arriver avec une analyse historique à inscrire un mouvement dans le temps long nous permet de mieux comprendre. Ça, c'est un truc qu'on fait en sociologie, on le fait aussi en médecine. Quand on est un médecin sérieux, on a un patient qui arrive qui dit « je suis enrhumé », on lui dit « oui, mais enfin, est-ce que vous avez des antécédents familiaux ? Comment, d'où vous venez, vous mangez comment ?» Et donc, on comprend le type particulier des symptômes et la maladie spécifique de cette personne avec son histoire, et on ne traitera pas de la même manière quelqu'un qui est enrhumé et qui a de l'arthrite et quelqu'un qui est enrhumé et qui a un problème cardiaque. C'est pas du tout, enfin, je dis des conneries, je suis pas médecin, mais enfin, vous voyez ce que je veux dire. Là, ma métaphore est un peu foireuse, mais... donc ça, c'est évident. Hein? Il n'y a plus de champignons. Bon. Donc, ça, c'est évident pour cette histoire d'histoire. Par ailleurs, et c'est pour ça que j'ai évoqué cette histoire de squat, et il faut s'inspirer évidemment de ce qui a été fait avant, comprendre le truc dans le sens long, pour inventer les solutions. Par ailleurs, et c'est la même question en fait, l'histoire de l'innovation. Qu'est-ce que c'est que ce putain de discours sur l'innovation? Bon. C'est un cheval de Troie. L'innovation, ça ne veut rien dire, mais maintenant on se brosse les dents de manière innovante, etc. L'innovation, ça a été un fourre-tout qui a permis de vendre des tapis volants, des boules à facettes, voilà, je ne vais pas m'éterniser là-dessus, mais surtout ce qui est intéressant, c'est le système social d'organisation de la production industrielle et de la société qui a été caché, ou en tout cas, c'est-à-dire que l'innovation c'est vague, mais le système qui l'a porté au premier niveau, il n'est pas du tout vague, il est très très structuré. Qu'est-ce que c'est que ce système? C'est celui que j'évoquais tout à l'heure. On fait des pure players, on n'a plus que des auto-entrepreneurs, okay, qui, eux, veulent montrer leur valeur sur un marché, parce que tout est marché, donc il n'y a plus de dons, il n'y a plus de contre-dons, il y a juste des agents rationnels qui inventent et qui calculent, et ça a donné lieu à des dispositifs très clairs. On a des grands comptes qui concentrent énormément de capital, Total, BNP, CDC, etc. Bon, des gens qui ont beaucoup de sous et qui doivent les dépenser, parce que si on garde beaucoup de sous et qu'on ne les fait pas circuler, les sous perdent leur valeur et ça fait une crise économique. C'est ce qui s'est passé en Amérique et c'est ce qui a donné lieu à la crise économique en Argentine. Les Américains, ils avaient besoin, les Nord-Américains avaient besoin de faire circuler leurs capitaux. Ils sont allés vendre des crédits à des pays qui n'avaient pas l'infrastructure possible pour dépenser ces sous de manière correcte. Ces pays ont pris des crédits et au lieu de faire de l'infrastructure industrielle, ont fait de la consommation. Les Américains ont dit, bon, maintenant mes intérêts ils sont où? Ah ben j'ai plus de sous. Bon, ben hop, restructuration, FMI, bam, crise économique. Bon. Mais à la base, les Américains du coup ont pu faire circuler leur argent, vendre leurs produits que les Argentins ont achetés avec leur argent qu'ils leur avaient prêté, toucher les intérêts et récupérer ce qu'ils grattaient à la fin en restructurant grâce au FMI. Donc ça, c'est une opération super. Ça s'appelle du pillage économique en bonne et due forme. Bon. Donc on a, et tout le système de l'innovation, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'on a des grands comptes qui ont besoin de faire adhérer la population à leur petit bricolage économique. Comment on fait? On organise des concours à l'innovation. Donc on a tous les gens qui sortent d'écoles d'ingénieurs, d'écoles de commerce, qui sont là, ouais, moi j'ai une super idée pour changer le monde. Ok, bon, bah t'es pas le seul mec, regarde, t'as toute ta promotion qui veut aussi faire un concours à l'innovation. Bon, qui c'est qui juge qu'est-ce que c'est qu'une bonne innovation? Alors, une innovation, ça veut dire que c'est quelque chose de nouveau. Comme c'est nouveau, on n'a pas la métrique pour la juger, sinon ça ne serait pas une innovation. Qui est capable de juger qu'est-ce qui est bon, nouveau, alors même que ça n'existe pas encore? C'est les experts en innovation. Qui sont les experts en innovation? On ne le sait pas, personne ne le sait, il n'y a pas de titre. Alors, pour anticiper le truc, on a créé des masters de management de l'innovation. Je sais, j'ai enseigné un master en management de l'innovation. Bon, qu'est-ce qu'on enseigne dans les masters en management de l'innovation? Il y a des gens qui ont créé... Alors bon, je ne vais pas revenir là-dessus. Oui, s'il te plaît, parce qu'on a vraiment... Voilà. Donc, ce truc-là est très connu, c'est extrêmement toxique parce qu'en fait, ça fait bosser les gens gratos.
ils participent tous à des concours, il y a toujours un gagnant et 99 perdants. Les 99 perdants sont dégoûtés, ne croient plus au modèle de management, et du coup, en fait, ils se retirent du jeu, en fait, et se retirant du jeu, c'est ce que je disais tout à l'heure avec le mouvement don contre don, se retirant du jeu, ils vont avoir tendance à mettre en place des stratégies individuelles non coopératives, et ça fragilise le tissu social. Ça fragilise le tissu social, et à l'échelle de 10-15 ans, c'est extrêmement destructeur pour un système économique. Et là, heureusement, les grands acteurs se sont rendus compte, et là, ils commencent à essayer de mettre du collaboratif en se disant « Ouh là là, on est allé un petit peu trop loin, ça part en cacahuète ». Pour aller très vite, on peut ramener ça aussi avec toute la terminologie sur les startups. On va prendre deux dernières questions, et puis je vous demanderai après d'aller voir Mathieu et l'apéro. D'abord, Hugues, qui était là-bas pour commencer. Oui, bonjour, Gobin. En fait, moi, je reviendrai plutôt sur les questions que En fait, moi, je suis un dinosaure du web, et donc j'ai été dans pas mal de jeunesse de tiers-lieux de types différents, de financement de tiers-lieux de types différents. Et depuis 5-6 ans, je rencontre pas mal de gens qui montent ou des Fab Labs, enfin, des Fab Labs, ou certains qui n'osent pas les appeler des Fab Labs, de types différents. Et en fait, moi, je suis tout à fait d'accord intellectuellement avec le fait de ne pas les couper en typologies simplificatrices inspirées des autres, et encore plus avec le fait qu'on génère une métrique qu'on assume. Donc c'est remarquable ce boulot-là. Mais par contre, au terrain, ce que je constate quand même aujourd'hui, c'est que, en gros, il y a beaucoup de Fab Labs qui en fait correspondent à un miroir d'angle mort, soit de la société au niveau global, soit du monde, soit avant tout de leur territoire de vie. Donc ça veut dire en gros, très souvent, de fait, quand on va voir ce qui s'y passe, c'est des choses que les gens n'ont pas été forcés de faire, mais qu'ils ont besoin ou envie de faire. Or, dans la société d'aujourd'hui, il y a peu d'endroits dans lesquels on peut répondre à des besoins qui peuvent être assez diversifiés par rapport à l'outillage intellectuel ou physique ou réseautage, et qui permettent de satisfaire des besoins ou des envies qui ne sont pas dictés. Et ça, c'est quelque chose quand même, on voit qu'il y a une aspiration. Et pour moi, les tiers-lieux, depuis le début, sont une espèce de photographie de ces angles morts. Du coup, ça intéresse beaucoup tout le monde. Ça intéresse beaucoup tout le monde. Et en effet, il s'y passe beaucoup de choses sur lesquelles on met beaucoup d'argent ailleurs que dans les Fab Labs parce qu'il y a une grammaire. Et dans les Fab Labs, on ne sait pas se farcir cette grammaire, c'est pas ça qui nous intéresse. Et donc, si vous inventez tous 5 workshops numéro 0 pour des publics spécifiques que les autres inventent sur 5 ans sur des budgets de recherche et que vous le faites en 3 mois, vous le ferez bénévolement, vous le documenterez si vous y arrivez, et vous n'arriverez pas à le documenter parce que vous n'aurez pas forcément d'école de photographie à côté, et encore moins penser à salarié un Fab Manager, parce que c'est votre choix et c'est votre droit. Mais vous ne savez pas que c'est possible. Parce que c'était possible, peut-être que justement le service civique de votre asso qui devrait être encadré par un salarié, il pourrait lui devenir salarié. Donc en gros, moi quand j'arrive au terrain, finalement, ce que je constate, c'est des trucs qui sont dans et hors les Fab Labs, parce que finalement la victoire ce serait que ça ne s'appelle plus les Fab Labs, et que socialement on est des lieux où une société dans laquelle on incarne et on fait ensemble ce qu'on a envie et besoin. Et là-dedans, moi ce que je constate quand même, c'est que, il y a, moi je l'ai vu au niveau hyper local, avec un réseau de 14 ateliers de formes différentes sur Rennes, et je le vois plus maintenant en voyageant. En gros, il y a les personnes qui se réunissent, qui ont des fondamentaux de, on va dire, entre pairs, partage de connaissances, faire ensemble de manière assez inclusive, parce que les pratiques du faire sont quand même très inclusives, et puis qui déroulent à leur manière les pelotes avec leur centre d'intérêt du réseau extérieur qui va les aider à le faire en couplant à l'hyperlocal. Ces gens-là, il y en a qui n'ont pas envie d'avoir de salariés, il y en a qui le font dans la sauce locale, il y en a qui le font très bien. Par exemple, les hypercafés, très peu de salariés. Moi, à Rennes, je vois beaucoup de mélange entre les hypercafés et les labs, y compris dans la mise à disposition des lieux. Ça marche pas trop mal. Par contre, ils n'ont pas les mêmes problèmes, d'accord, qu'un Fab Lab qui dit « bon sang, on était 30, on est 100, il faut gérer les adhésions, il faut peut-être payer les impôts, il y en a qui veulent qu'on maintienne les machines, etc. Est-ce que ça durera sans le Fab Manager ?» Ça, c'est un premier cap. Sur ce premier cap-là, on rentre obligatoirement dans les problèmes de modèle éco et dans les problèmes d'indépendance et de gouvernance que tu citais. Et là, il y a besoin de clés. C'est-à-dire, de mon point de vue, ce qui est intéressant, c'est dans le réseau des Fab Labs, son attractivité vient beaucoup des imaginaires, de l'envie et des besoins des gens et de découvrir qu'ils peuvent s'exprimer. Et ça intéresse tout le monde, le public, le privé, les gentils, les méchants, tout le monde. Après, derrière, le vrai problème, il est qu'aujourd'hui, en gros, la force, pour moi, de ce réseau mondial,
c'est sa diversité. C'est-à-dire, c'est hallucinant de voir que, par exemple, on a un mouvement des Fab Labs académique, d'accord, qui a un véritable apport au travers de ce qu'il verse dans les communs, mais qui a derrière aussi des sponsors privés, des deals, de la R&D sous brevet qui collaborent, et donc qui a une forme de robustesse économique, d'accord, et de légitimité tant qu'ils versent dans les communs. Et à côté des tas de gens, en fait, ils font des trucs super, et tout le monde dit dans tous les lieux, avec ou sans salarié, il faudrait être documenté. Parce que finalement, moi, c'est ça que je vois. C'est-à-dire que finalement, aujourd'hui, il y a des problèmes opérationnels qui se posent dès qu'il y a la question du salariat. Ensuite, il y a une question, c'est au-dessus du salariat, du ou de la femme manager, une question où on arrive à être dans ce que tu décrivais, c'est-à-dire en gros, où est le gagnant-gagnant entre finalement s'éclater et assumer un truc qui soit conforme à ce qu'on veut être et à ce qu'on est, d'accord, et qui fasse qu'on n'est pas un outil de quelqu'un, mais l'outil d'une communauté locale qui s'inscrit dans une communauté globale. Et là, il y a encore d'autres questions, parce qu'on ne parle plus de salariés de personnes. On parle de 50 000 balles de machine, 100 000 balles de machine, d'un atelier, de deal avec l'Agence de développement économique local, ou pourquoi pas avec les BICNAT, etc. Aujourd'hui, on a plutôt, moi je suis un peu caricatural, des typologies opérationnelles en France, dans lesquelles on a même des gens qui montent des Fab Labs en passionnés, d'un seul coup pour franchir l'étape de mon garage avec mes potes le vendredi, ah, pas possible, l'aglo nous a signé un truc sur 5 ans, va falloir qu'on instruise, on va envahir 700 mètres carrés, mais on a trouvé de l'amiante. Donc il faut qu'on dépense l'argent quand on ne sait pas instruire un projet, et on est mal. Ces gens-là aujourd'hui, finalement, c'est à mon avis ce qu'il faut chercher. Est-ce qu'il ne faut pas chercher, c'est finalement de se dire que ça soit le MIT, que ça soit un hackerspace, que ça soit un Fab Lab, etc. Les communs sont une règle qui fait qu'on légitime une action. Là-dessus, il y a un véritable axe aussi de professionnalisation de la doc, d'exploitation de ça par tout le monde finalement. Et derrière, il y a des formes peut-être d'étapes sur lesquelles on a besoin d'être épaulé par un réseau. C'est-à-dire on a besoin d'être épaulé par, en sachant où sont les autres, en sachant ce qu'ils ont trouvé, mais sans obligation de s'y conformer à partir du moment où on a un socle commun qui pourrait s'appeler les communs. C'est ma question. Merci. C'est ma foi une excellente conclusion. Voilà. Juste à préciser, mais c'est une dernière question. Juste à préciser, pour ceux qui ne le savent pas encore, Hugues est vice-président de l'association. Donc ces questions sont évidemment pas anodines. Alors, je n'ai pas bien saisi la question, je pense que c'est plutôt une conclusion. Alors, mais il y a juste un élément aussi sur lequel je peux rebondir très rapidement, de manière beaucoup plus courte, c'est qu'effectivement, mais ça c'est un problème classique en socio des organisations, c'est que pour agir administrativement, on découpe la réalité en secteurs. On a un ministère de l'économie, un ministère de l'armement, etc. Dans la réalité, il n'y a pas de découpage, il y a un continuum. Et donc en fait, ce qui permet d'associer, de compenser cette logique de découpage qui est nécessaire, qu'on ne peut pas faire sans, il faut diviser le travail, et à la fois le côté continuité du réel, on a besoin de ce que j'appelle la mycorhize en dessous, donc ces espaces qui permettent de compenser. Et c'est exactement ça, les besoins locaux, en fait, ils se créent à l'endroit de disjonction entre les catégories administratives et l'expérience quotidienne des administrés. C'est le truc classique, vieux comme le monde. C'est effectivement, et là-dessus, je suis totalement d'accord, c'est tout ce qu'on avait essayé d'exposer dans ce livre blanc. Et vous allez voir en disant qu'on brode de ce côté-là. Je vais proposer la dernière question en rappelant que si vous voulez écouter Nathalie, il enseigne à l'université de Caen. Il y a certainement un best-of sur YouTube, j'imagine. Tu fais pas aussi les bar mitzvahs et les mariages? La dernière question. J'avais un peu la flemme de poser la question, mais comme il n'y a aucune nana qui a parlé, je me suis dit que c'était important. C'était plutôt sur les objectifs du conseil scientifique et toute cette histoire des pygmées qui produisent la connaissance sur les pygmées. Je trouve que c'est une très belle démarche. Mais du coup, je me demande, en tant que très jeune chercheuse aussi, si c'est pas un petit peu incompatible avec le fait d'entrer dans la bataille de la définition de ce que c'est un Fab Lab, ce que c'est un makerspace. Eux, ils font des Fab Labs, eux, ils en font pas, il y a des méchants, il y a des gentils. Ça reprend peut-être un petit peu la question de monsieur là-bas sur pourquoi est-ce qu'on ne regarde pas ailleurs ce qui se fait. Voilà, comment est-ce qu'on fait pour se positionner là-dessus d'un plan politique et un plan universitaire? Alors c'est très simple, ça va être on a, si vous avez bien suivi, on a refusé strictement depuis le début de définir ce que c'est qu'un Fab Lab. Oui, mais il y a un moment où tu dis, ici Montreuil, c'est pas le modèle des Fab Labs. Ah ben non, mais c'est catégorique. Mais pourquoi? Parce que c'est une entreprise à but lucratif. Parce que c'est une entreprise à but lucratif. Et je ne rentre même pas dans le détail de la manière dont... Voilà. Le débat,
parce que ça va devenir pas poli. Donc non, il n'y a pas de... Hein, c'est un réseau pour se faire des amis. C'est réglé. C'est réglé. Il n'y a pas de confusion possible. Ça, si vous voulez, on peut avoir des doutes entre un crocodile et un iguane, on ne peut pas avoir des doutes entre un crocodile et un singe. Voilà, c'est clair et net. Par rapport à ce que vous disiez... Non, je ne définis pas. C'est eux qui définissent. C'est des pratiques. Il y a une société. La base de ici Montreuil, c'est de dire on fait du fric. C'est le début. Aucun Fab Lab ne dit on fait du fric. Et par rapport à la typologie, vous disiez tout à l'heure, et ça va rejoindre aussi ce truc, c'est qu'il n'y a pas une typologie par espèce, il y a une typologie par degré de maturité. Les petits jeunes qui commencent, ceux qui sont là depuis 10 ans. Ça, et on appelle ça la diachronie. En fait, il y a des problèmes de dyschronie et de diachronie dans les Fab Labs parce qu'ils ne naissent pas tous en même temps. Il n'y a pas une génération spontanée, 10 ans qui s'arrête, une autre génération spontanée. C'est tout né. Il y en a un qui naît, puis il y en a un qui... Ça, c'est un truc. Et alors, pour faire... alors, c'est très simple. Hein. Après, pour pour ici Montreuil, pour le cas d'ici Montreuil, il est très simple, donc je vais quand même, bon, je suis obligé, donc je le dis, c'est trop tard. Et c'est là où on va faire un chantier, et là-dessus on va rentrer dans le combat juridique. Et clairement, si c'est pas dans le combat physique, moi si je m'écoutais, des fois j'irais dans le combat physique, mais il y a des gens qui font un usage déplacé, inique et abusif d'un terme qui est à la mode comme un objet, un argumentaire marketing, et qui alors je vais le donner l'exemple publiquement, comme ça c'est réglé. Voilà. Ici Montreuil, en fait, dit je suis bénéficiaire. Qu'est-ce qu'il fait ici Montreuil? Il loue ses espaces à des artisans, etc. Très bien. Il fait du coworking, il fait de la mutualisation d'outils, etc. Bon, pourquoi pas? Usinio, ils font ça. TechShop, ils font ça d'une certaine manière, pourquoi pas? C'est pas des Fab Labs, et TechShop dit jamais qu'il est Fab Lab. Ici, alors, mais TechShop, alors, il y a des ambiguïtés. En fait, dans l'histoire, ce que je sais parce que j'étais là, le roi Merlin a essayé de faire une OPA sur les Fab Labs à travers le Fab Shop il y a déjà des années. Comme le mec qui a monté le Fab Shop était un petit escroc de petite envergure, il s'est cassé la gueule rapidement, il a tout failli. Non, mais si, il n'y a pas de problème. Alors là, on connaît l'histoire. Moi, j'y étais à l'histoire. C'est au cœur des premiers débats de la création de l'association. Est-ce qu'on s'appelle Fab Lab ou pas? Maintenant, c'est ça. Donc ça, c'était de l'usurpation. Il n'y a pas de confusion possible. Il y a des escrocs dans la vie, hein, clairement. Bon, ils font partie du monde. On peut les envoyer dans les mines de charbon au Mozambique. Ça va faire beaucoup là-bas quand même. On a besoin de travailleurs. Alors, on le démontre. Alors, je le démontre scientifiquement. Alors, une entreprise est rentable quand elle a un marché. Ok? Donc, elle répond à des besoins. Et elle se finance avec des gens qui sont prêts à payer pour avoir accès aux services que cette entreprise distribue. Ici, Montreuil dit, il y a des besoins sur un marché. Moi, j'arrive, je monte une structure qui répond à ces besoins et j'en fais du fric. Alors, j'ai un exemple très précis, dans une localité très précise, de 3000 habitants, où il y a un Fab Lab qui est financé avec de l'argent public, et où un élu qui a envie de niquer la gueule à un autre élu du département monte ici quelque part, dans la même localité, avec de l'argent public. Donc cet argent public va financer ici Montreuil pour démontrer qu'ici Montreuil est rentable. En fait, il est rentable en faisant de l'abus, du détournement de subventions sur une ville où il n'y a pas le besoin, où il n'y a pas le marché pour faire coexister deux tiers-lieux qui ont les mêmes services, qui sont tous financés avec de l'argent public. Ça, c'est du détournement de fonds publics, du délit d'initié, de l'escroquerie. Et ça, c'est les mines de charbon au Mozambique. Voilà. Mais il y en a qui s'approchent de ça d'une manière moins grossière et qui abusent aussi un peu de ce système. Absolument. Et ça, on doit ensemble construire une discipline collective qui évite ce genre de truc. Parce qu'une pomme pourrit tout le panier de pommes. Alors, je vais quand même reprendre une seconde la casquette du président. La pourriture, c'est un champignon. Oui, c'est vrai. Si vous me permettez, je vais prendre 2 minutes la casquette du président. Il est évident que dans ce contexte, je suis obligé de le dire, les propos de Mathieu n'engagent que lui. Oui, je vais pas en rien. Et qu'en plus, c'est pas la vocation du réseau, bien sûr, que de juger tel projet ou de dire ce qui est bien ou mal, c'est pas le propos. Notre propos, c'est de définir le périmètre de ce qui est vertueux,
dans le cadre de ce qu'est un Fab Lab ou de ce qu'il n'est pas. Et on parle bien ici de pratique et pas de marque collective ou quoi aux caisses. Il s'agit bien de valider ou non collectivement ce qu'on fait. Hein. C'est la communauté qui régule depuis le début de cette histoire collective, la communauté qui régule. Comme tu le disais tout à l'heure, après juste titre, ça fait partie de notre histoire collective où, avant même d'être RFF Lab, on montait au front et on trollait les gens qui le faisaient en disant non, mais toi, c'est clairement pas un Fab Lab que tu fais, donc tu es gentil, tu prends tes clics et claques, tu vas faire un makerspace, tu vas faire un truc, tu montes ta boîte, mais viens pas manger le pain des gens qui galèrent déjà à se nourrir. Moi, j'irai pas, voilà. Encore une fois, même si à titre personnel j'adhère à ce que vient de dire Matej, ce n'est pas représentatif de la position officielle de notre réseau. On est filmé, c'est pour ça que je suis très attentif. Merci. Juste pour rebondir sur ce que vous avez dit tout à l'heure, justement, ce qui est intéressant pour savoir l'avenir des Fab Labs, que ce soit 5 ou 10 ans, c'est de voir aussi qu'est-ce qui peut arriver et qui s'est déjà présenté, ou historiquement ou parallèlement. J'en prends pour un exemple caricatural, les histoires des mecs qui étaient installés, regarde les chauffeurs de taxi, tu as Uber qui s'est pointé. Les mecs, ils étaient installés, ils étaient instaurés, ils avaient leur valeur, ils payaient leur truc. Bon, la caricature, tu as Uber qui arrive en 5 minutes, torché, bon. Ça peut être intéressant d'anticiper, puis de se dire qu'est-ce qui se présente du bout du nez, comme ça, qui a un peu l'odeur du Fab Lab, qui aurait le goût du Fab Lab. Absolument. Ça peut être intéressant de s'y pencher au moins pour ce... Et ça peut correspondre un peu à ce qu'il disait, c'est-à-dire justement celle où il y a les valeurs et l'aspect, comment dire, statut économique. Et les règles qu'on met en place, les règles de protection du... Voilà. Il n'y a pas que le statut économique, c'est peut-être aussi pour ça que tu as des gens qui ne veulent pas se déclarer Fab Lab parce qu'ils ont des trucs qui... De mon point de vue, c'est surtout un ensemble de valeurs, hein, qu'on se déclare Fab Lab ou pas. Mais elles restent à définir aujourd'hui clairement. On a besoin de communiquer là-dessus, on a besoin d'aller voir les gens aussi qui ne nous atteignent pas, ne savent pas où on est, ne savent pas comment on allait nous chercher. On a besoin d'avoir dans toutes les régions des chevaliers blancs qui prêchent aussi la bonne parole. On l'a fait, comme on l'a fait il y a quelques années quand on a créé nos Fab Labs, et d'être capable de ramener aussi ce contenu qui, là, exprimé de telle manière, n'est pas forcément facilement assimilable. On a besoin aussi de faire ce travail de traduction de valeurs et d'éclaircissement de valeurs. Je pense que là, en l'occurrence, il fait partie des conditions de la RFF Lab que d'avoir une position claire sur ces questions au niveau national. Je ne parle même pas des Fab Labs, je parle même des élus qui achètent des dispositifs Fab Lab aujourd'hui avec des conseils fort chers et qui sont très déçus parce que ça ne marche pas. Ah oui, forcément, si on ne démarre pas par la communauté, il y a peu de chances que ça fonctionne. On ne peut pas cracher à la soupe. Qu'on soit bien clair, moi j'ai contribué à la création d'une entreprise qui travaille dans la technologie, l'innovation, fait des prototypes. Je n'ai pas de problème avec le secteur privé, j'ai pas de, ça me pose aucun problème. Donc si la personne, donc si ici Montreuil arrive à monter des ici partout en démontrant qu'il ne prend pas, qu'il n'étouffe pas les Fab Labs locaux en vivant que des subventions et qu'il arrive à vendre ses services, et qu'il arrive à en faire de l'argent et qu'il est complémentaire avec les Fab Labs locaux, moi je dis bienvenue. On est en train de travailler avec TechShop, typiquement, on discute avec eux, parce qu'on pense que TechShop, s'ils arrivent à faire des modèles vertueux de mutualisation de machines, etc., on peut très bien avoir des Fab Labs, des tiers-lieux et des espaces qui mutualisent des machines à but lucratif qui coexistent, à condition que ces espaces-là ne vivent pas des subventions publiques pour après enrichir des deniers personnels, des comptes personnels de gens qui ont des relations dans les ministères et compagnie. Ça s'appelle du détournement de fonds, ça c'est caractérisé, c'est simple. Alors qu'une entreprise qui produit un service qui est vendable sur un marché, parce que le marché existe, c'est très bien, il n'y a pas de problème. C'est comme ça que ça marche. Une dernière question. Quand est-ce qu'on parle d'espace? Alors merci Stéphane. Parce que depuis tout à l'heure, j'arrive pas à transiter. Donc, merci beaucoup Matej, merci de ton temps. D'avoir été trop long. Sur cette séquence, je vais vous remercier de votre attention. C'était, moi, je trouve vraiment passionnant. Je vous invite pour ceux qui souhaitent à continuer les échanges avec Matej.